Bonsoir à tous. Alors vous avez devant vous 3 personnes, 3 femmes. C'est d'ailleurs une originalité dans un débat, mais c'est pour compenser un débat précédent où il n'y avait que 3 messieurs. Et puis c'est aussi un peu emblématique de la justice, en tout cas sous l'angle judiciaire aujourd'hui, puisque une majorité de juges et de magistrats en général sont des femmes, et que demain ce sera d'ailleurs encore davantage le cas, puisque les candidats magistrats sont de manière écrasante de jeunes femmes. Alors vous avez devant vous pas n'importe quel magistrat, vous avez à ma droite et à votre gauche Françoise Tulkens, qui a été notre juge belge à la Cour européenne des droits de l'homme, qui est à la base professeur de droit pénal, mais qui a toujours orienté son action à la fois intellectuelle, académique, militante au sens large, vers les droits de l'homme, et qu'on appelle aujourd'hui d'ailleurs plutôt les droits humains. Elle a été présidente d'ailleurs de la Ligue qui s'appelait à l'époque la Ligue des droits de l'homme et pas encore la Ligue des droits humains. Oui, et aussi présidente de la Fondation Roi Baudouin et aujourd'hui encore en charge de l'Institut de promotion de l'enseignement de l'islam. Donc une personnalité et des compétences particulièrement larges et qui nous permettront, je pense, de prendre un peu de distance par rapport aux questions plus peut-être un peu plus immédiates liées à la justice en Belgique que va aborder Manuela Canelli, que beaucoup d'entre vous namurois connaissent. Il n'y a pas que les namurois qui connaissent Manuela, qui est non seulement juge au tribunal de première instance, enfin peut-être même juge au tribunal de première instance de Namur, mais aussi, et c'est en cette qualité qu'elle s'exprime souvent dans la presse et en général, comme présidente de l'association syndicale des magistrats, qui est une des associations syndicales de la profession judiciaire. Et moi, je suis là pour modérer les propos, pour le cas où elle se disputerait, où elle serait trop longue, etc. Moi, je m'appelle France Blanc-Maillan et je suis avocate dans le civil depuis longtemps à Bruxelles. Mais j'ai aussi été présidente du Conseil supérieur de la justice, ce qui me donne peut-être un regard aussi particulier sur l'institution judiciaire, mais je vous promets de n'intervenir que de manière particulièrement marginale et surtout de faire parler mes compagnes de ce soir. Alors je vais peut-être commencer par donner la parole à Manuela Canelli qui vous parlera de est-ce que nous avons aujourd'hui encore une justice. Merci France. Ce serait dommage que tu t'en tiennes à des interventions purement marginales parce que tu as un témoignage, une expertise et beaucoup de choses à partager aussi. Tout le monde m'entend bien? Oui. Est-ce qu'il y a encore une justice? La réponse à cette question a été donnée il y a 3 ans maintenant par la RTBF qui avait fait un documentaire sur la une qui s'appelait C'était question à la une ou bien le truc du mercredi soir qui disait il n'y a plus de justice, point d'exclamation. Et on avait fait à cette époque-là déjà un premier bilan de cet état catastrophique de ce service public particulier qu'est la justice. Donc il y a d'autres services publics qui sont en souffrance évidemment, et je vais vous expliquer en quoi le service public de justice est tout à fait particulier, sans corporatisme et sans arrogance, parce que c'est mon métier. Et donc le constat peut être posé en ces termes-là, ça n'est pas qu'il n'y a plus de justice, c'est que la qualité, l'efficacité, l'accès et l'indépendance de la justice sont considérablement obérés et menacés. D'abord, évidemment, dans un premier temps, je dois vous donner quelques chiffres. J'ai des chiffres tout frais qui viennent du mémorandum de avocat.be qu'ils ont rédigé à l'occasion de la période électorale afin de définir leurs revendications. Avocat.be, c'est l'ensemble des avocats francophones de Belgique, qui sont 8002. Et donc ils ont fait ce mémorandum qu'ils ont rendu public la semaine dernière. Et ils livrent ce chiffre-ci, à savoir que l'ensemble des dépenses publiques en Belgique, fédérales et régionales et communautaires, et toutes les dépenses publiques, sont de l'ordre de 225 milliards d'euros. 225 milliards d'euros. Et le budget consenti à la justice, évidemment, en 2016, et le budget consenti à la justice, il varie d'une année à l'autre, bien sûr, il y a des rallonges, il y a des mesures d'austérité qui sont prises et qui sont compensées par des rallonges au cours de tel et tel conclave budgétaire au cours de l'année, mais
il y a un ordre général, on est autour de 1,8 milliard d'euros. En 2016, on est à 1,890 milliard d'euros. Et de ce budget, il faut déduire le budget des prisons pour arriver au budget des cours, tribunaux et parquets, qui était en 2016 de 931 millions d'euros. 931 millions d'euros sur 225 milliards. Vous voyez la proportion. On tourne autour, dans les États européens, autour de 0,3-0,5%. En 2016, on est descendu sous la barre des 0,3%. Et donc on est terriblement en dessous de la normale, j'allais dire en dessous de la normale saisonnière, en dessous de la normale de l'ensemble des autres, comme on a dit, une période climatique un peu particulière. Et donc on nous parlait tout le temps de normale saisonnière. Mais aujourd'hui, réjouissons-nous, nous sommes dans la normale saisonnière. Au plan de la justice, on n'est toujours pas dans les normes européennes. La Commission européenne pour l'efficacité de la justice avait rendu un rapport en 2016 qui se basait sur les chiffres de 2014 et leur constat était que la moyenne des dépenses européennes en proportion du PIB était de 2,2% et la Belgique était à 0,7%. Donc on est vraiment les mauvais élèves. L'Ukraine, la Russie, tous ces gens sont bien au-dessus de nous. J'ai rien contre ces gens-là, évidemment. Mais enfin, on voit bien qu'il y a des idéaux démocratiques et des exigences qui sont un peu plus performatives chez nous, et donc en tout cas pas à ce niveau-là. Donc ça, ce sont des chiffres très interpellants. Un autre chiffre, parce que donc, est-ce qu'il y a encore une justice? La question peut se résumer à qui a accès à la justice, parce que tout le monde à un moment ou à un autre est susceptible, enfin c'est comme la médecine, personne ne reste en bonne santé toute sa vie et tout le monde est susceptible à un moment d'être confronté à la justice ou de voir un proche confronté à la justice. On n'est évidemment pas à l'abri. Il y a un système qui s'appelle l'aide légale et il y a dans ce système une aide légale qui est totale, c'est-à-dire que si vous êtes dans le besoin et que vous ne savez pas vous offrir les frais de justice et les frais d'avocat, vous avez droit à y accéder gratuitement. Et quelle est la condition pour ça? C'est d'avoir évidemment un revenu qui soit plutôt faible. Et quel est le plafond de ce revenu? Eh bien c'est 1 100 € pour un isolé et 1 290 € pour un ménage. Je ne sais pas comment vous imaginez. Donc ça veut dire que les gens qui gagnent plus que ça n'ont pas accès. Et donc ceux-là, on est sûr et certain qu'on les a perdus, je vais vous l'expliquer. On a perdu la classe moyenne inférieure. La classe moyenne inférieure ne va plus en justice, elle renonce. Et les gens qui sont entre les 1 100 € et à un niveau plus ou moins plus confortable, ceux-là ont renoncé aussi. Notamment pour cette raison-là. Il faut aussi savoir qu'en 2014, on a défini un taux de TVA sur les frais de justice, sur les frais d'avocat, et de 21%. 21%, c'est le taux. Quand vous polémiquez, on vous dit non, mais 21%, c'est le taux normal. Oui, c'est le taux normal, c'est-à-dire qu'il n'y a que des exceptions dans la TVA. Le taux normal, en fait, s'applique aux chaussures Louboutin et au sac Christian Dior. Donc ça c'est le taux normal, mais c'est évidemment le taux qui est resté sur tous les objets de luxe. Par exemple le pain c'est 6%, il y a un tas d'autres même dans la construction. La justice je vais vous dire, j'espère pas trop tard, qui est un besoin criant et qui est un service public et qui est un pouvoir constitué, c'est 21%. Ça n'aide évidemment pas à accéder à la justice, même quand on a les moyens. Vous voyez tout de suite que sur 10 000 €, il y a une proportion qui est assez importante et qui peut décourager. On a aussi barré l'accès à la justice en violant la loi. Il y a une loi qui est dans le code judiciaire et qui fixe par palais le nombre de magistrats, de greffiers, d'employés, de secrétaires. Cette loi est violée par ce gouvernement. Elle était déjà violée précédemment par les deux autres gouvernements qui ont précédé, mais on disait, on n'a pas les moyens, on ne fait pas exprès. Sous ce gouvernement, pour la première fois, de manière totalement décomplexée, on a dit, cette loi, nous ne l'appliquons. Et de manière tout aussi décomplexée, pour la première fois, on l'a dit, parce qu'on s'est toujours plaint du manque de moyens depuis l'affaire du trou, c'est là où c'est devenu vraiment un cri d'alarme, celui de l'affaire du trou, mais on s'est toujours plaint des économies et de l'austérité dans la justice, mais depuis ce gouvernement, contre lequel je n'ai rien a priori, je tiens à dire, mon propos n'est pas partisan, il est nécessairement politique, mais il n'est pas partisan. Sous ce gouvernement, le ministre Gates, dans son projet d'intention, son plan justice qu'il a présenté au Parlement en mars 2015, le dit explicitement, je vais réduire
dit pas l'accès à la justice, il dit je vais réduire l'input. Ça c'est aussi l'époque. On parle des gens qui ont un besoin de justice, qui ont un besoin de service public, et on appelle ça l'input. Et il l'a fait. Je vous donne quelques chiffres. En 2010, les dossiers entrant dans les tribunaux de première instance, donc ce sont les tribunaux qu'il y a dans chaque ville un peu importants, 274 110 dossiers. En 2016, 237 306 dossiers, donc un peu moins de 40 000 dossiers en moins. Et les dossiers qui sont entrés dans les tribunaux correctionnels, donc ce sont les dossiers où le parquet poursuit des infractions, donc c'est important quand on est victime de voir à un moment le dossier qu'on subit aboutir. En 2010, 93 426 dossiers entrant dans les tribunaux correctionnels, et en 2016, 74 386. Donc on est là, franchement, à 20 000 dossiers en moins, donc 20 000 sur 93 000, vous voyez la proportion. C'est énorme en 5 ans, c'est énorme. Et donc en effet, l'input a diminué. Mais donc, on viole la loi, on ne nomme pas les gens. On est en moyenne en 2018 dans l'ensemble des tribunaux à 83% d'occupation par rapport au cas 83%. Donc évidemment, les substituts, je reviens à mes affaires correctionnelles, les substituts n'ont pas les moyens humains de poursuivre toutes les infractions. Et vous aurez vu que désormais, on classe des dossiers par manque de budget, en raison de l'austérité. Avant, on classait en disant c'est inopportun, ça n'allait pas non plus et ça ne va toujours pas. Peut-être j'aurai l'occasion de vous le dire. Mais enfin, maintenant, on dit manque de moyens. Manque de moyens, on n'a plus les experts pour mener à bien les dossiers un peu complexes. On n'a plus les experts, par exemple, bêtement, sur les ADN. En matière de recherche d'ADN, on est considérablement limité par un manque de moyens. Un autre exemple, en 2015, moins 22% sur l'informatique. Donc, en 2014, fin 2014, début 2015, le ministre de la Justice dit « Je suis obligé d'appliquer un plan de 20% d'austérité en 4 ans sur la justice. Je suis obligé. » Je vous l'ai dit, déjà à ce moment-là, nous sommes à 0,7% au lieu des 2,2% du PIB, selon la Commission européenne pour l'efficacité de la justice. En 2015, on dit un plan d'austérité, 20% sur 4 ans, et qu'est-ce qu'on fait en 2015 ? Moins 22% sur l'informatique. Je vous donne un exemple de ce que ça donne. Les polices sont informatisées, et leur système n'est pas compatible avec celui des palais. Ça veut dire que dans les polices, tout est numérisé. Tout est numérisé, et quand ça vient chez nous, tout doit être imprimé. Parce qu'on n'est pas compatible. Toujours pas. En 2019. Moins 22% en 2015. Les cadres, je vous l'ai dit, l'augmentation des impôts, ça se passe aussi par la procédure. Donc l'impôt, les frais, le coût, l'austérité imposée, hein, ça c'est la deuxième branche de cette possibilité de barrer l'accès à la justice. Et enfin, la procédure. On supprime des recours, où on les conditionne à tellement de conditions, que c'est très compliqué, et donc les gens renoncent. Ils renoncent à cause des sous, et ils renoncent à cause de la procédure. Par exemple, les conditions pour faire appel au pénal sont rendues plus compliquées que précédemment. Un autre exemple, et ça, j'ai envie de dire, comme on disait chez moi, il crie vengeance au ciel. Précédemment, avant ce gouvernement, si vous êtes arrêté et mis sous mandat par un juge d'instruction, vous allez en détention, ce qu'on appelle en détention préventive. Précédemment, vous passez d'abord dans les 5 jours devant une chambre du conseil, qui sont des magistrats différents, indépendants du juge d'instruction et indépendants du parquet. Et eux, d'évaluer si c'est légal et si c'est quelque part opportun de vous maintenir en détention préventive. Je vous rappelle que quand vous êtes en détention préventive, vous êtes présumé innocent. Et peut-être que vous êtes innocent. Il y a des gens qui ont été en détention préventive et qui ont été acquittés à la fin des fins grâce par l'action des juges, du débat contradictoire, on a lutté contre les évidences, on a soumis des... Désormais, alors, on passait dans les 5 jours et puis on passait tous les mois. Donc devant un juge qui évaluait, qui réévaluait, étant entendu que, et ça ce sont les droits fondamentaux, que ce soit la Convention européenne des droits de l'homme, la Constitution, tout ce qui est liberté publique, dit la détention c'est l'exception. Et la détention préventive quand on est présumé innocent, c'est la super exception. Eh bien désormais, c'est la loi Pot-Pourri 2, c'est tous les 2 mois, après 3 mois. Tous les 2 mois, vous êtes présumé innocent, c'est votre fils, votre frère, il est présumé innocent, il est en détention préventive. Il verra un juge quand ? Après 2 mois, quand il est passé 3. Tous les 2 mois. Alors forcément, on réduit l'input. Forcément, quand on est à 83% d'occupation effective dans les palais, ben voilà, on voit moins de gens.
Mais enfin, pour le justiciable, livré, et peut-être innocent, je vous le rappelle, et qui a des droits, le droit de voir un juge est considérablement réduit et peut pousser, c'est ce que dit très justement avocat.be, peut pousser véritablement à désespérer non seulement de la justice, non seulement de la vie, mais de la démocratie aussi. Voilà, alors, ça c'est le réel, hein, le réel d'une institution. Peut-être que j'aurai l'occasion de revenir sur les fondamentaux et les promesses de l'institution quand on les confronte au réel. Mais le réel, il est celui-là. Je prétends qu'il relève d'une propagande et que le défi du moment, c'est, on le sent bien partout, de se réapproprier nos communs. On le voit en matière environnementale, quand on voit des jeunes gens qui vont manifester. Le climat, c'est notre affaire, c'est l'affaire de tous, et c'est l'affaire de chacun de le revendiquer et de tenter d'en faire un objet collectif, un objet de contestation et de revendication collective. C'est collectif et c'est singulier. Le climat. La justice, on le sent. On est contacté depuis quelques semaines par les étudiants en dernière année de master de journalisme à l'ULB, qui font cette année, c'est leur sujet de travail de fin d'études, politique, justice, austérité, justice, presse et justice. Le thème de cette année, c'est la justice. On le sent, la justice est devenue un élément du débat public. Je prétends que c'est un commun, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui nous est commun à tous. Ça n'est pas qu'un service public. La justice, c'est comme la santé, ça nous concerne comme la culture, c'est l'affaire de chacun et de tous à la fois. Et chacun doit la revendiquer, pas pour soi, mais pour le commun, pour tous, et pas que pour ses enfants. Et on l'a vu au moment de l'affaire du Trou, il y a eu 300 000 personnes dans les rues de Bruxelles. Ces 300 000 personnes ne manifestaient pas parce que leur enfant était susceptible d'être concerné par cette affaire-là. Ils manifestaient parce qu'une démocratie ne peut pas autoriser ce qui s'était passé, et que ça ne peut pas avoir lieu, au nom de tous. Donc c'est ça les communs. Et je prétends que, ceci étant dit, la justice, comme les autres services publics, est liée à un autre commun, qui est la fiscalité. La fiscalité, c'est notre affaire à tous, individuellement et collectivement, parce que sans fiscalité, il n'y a pas de commun, il n'y a pas de service public pérenne et viable et au service de tous, de manière efficace, accessible à tous. Et donc, pourquoi parle-je de propagande? Ça marche mieux avec il. Pourquoi dis-je pardonnez-moi, pourquoi dis-je qu'on est victime d'une propagande? Je ne suis pas la seule à le dire. On voit bien depuis 2008 que les choses sortent et ça vient dans le débat public. Je vous donne un chiffre. En quoi est-ce que c'est une propagande? Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, après le TINA Deomisno Alternative, on nous dit, le ministre nous l'a dit plein de fois quand on allait le rencontrer avec les associations de magistrats, à un moment il fait comme ça. C'est l'austérité, c'est l'Europe, on ne sait rien faire là contre. Un chiffre. Fin 2017, alors c'est pas moi qui le dis, c'est le soir. Il faut lire, hein, puisqu'on se réapproprie la fiscalité, il faut lire les suppléments saumon de tous les périodiques qui sortent. Lisez-les, c'est là que j'ai trouvé ce que je vais vous dire. Fin 2017, le budget de la justice, c'est 819 millions d'euros. Justice, donc cours, tribunaux et parquets, hors prison, hein, on est d'accord. 819 millions d'euros. Ça, je le sais, je vais vérifier dans les documents législatifs. Alors, il y a peut-être eu une ou deux rallonges, mais les rallonges, c'est compliqué. C'est compliqué de les amalgamer parce qu'on ne sait pas très bien par rapport à d'autres suppressions. Bon. On est autour de 800, 850. Et fin 2017, le gouvernement belge décide d'accorder au secteur bancaire, y compris les holdings, chacun sait ici ce que c'est les holdings, ce sont des sociétés qui sont créées dans le but de détenir d'autres sociétés, dans un seul but, celui de l'optimisation fiscale. D'accord? Au secteur bancaire, un cadeau fiscal annuel, tenez-vous bien, en application d'une directive qui vise à lutter contre les abus fiscaux. Cadeau annuel consenti, 942 millions. 942 millions, cadeau fiscal, j'entends que Fortis va licencier nouveau, mais on les a licenciés il n'y a pas longtemps. Hein. On les a un petit peu... J'ai rien contre Fortis, j'ai rien contre les banques. Les banques, c'est fort utile et c'est les Italiens qui les ont inventées. Donc, on est pour. Mais enfin, on les a un peu sauvés et on nous avait dit qu'on allait faire un peu le ménage. On entend un peu partout, on lit dans les pages secondes qu'en fait le ménage, il n'a pas été fait et qu'on est sur le point d'arriver à une autre crise pour laquelle on n'a pas le matelas de l'assumer.
942 millions, 819 millions, il n'y a pas besoin d'épiloguer pendant 15 ans. Vous avez compris que l'austérité, c'est un choix politique à géométrie variable. Vous l'avez compris. Voilà. Donc la propagande, elle est là. Réapproprions-nous cette question de la fiscalité et revendiquons-la, parce que la fiscalité n'est plus notre affaire pour le moment, elle est l'affaire du lobbying et du dumping législatif, puisque les États sont placés en concurrence comme des représentants de commerce par les investisseurs, par la finance mondialisée, et on leur commande à la fois d'être le moins-disant en matière de réglementation sociale, en matière de réglementation environnementale et en matière fiscale, faisant croire que comme ça, on va conserver le plus d'emplois possible, etc. Voilà. Alors tout ceci, très rapidement, confronté aux fondamentaux. Vous voyez bien, quand on analyse une institution et qu'on essaie de faire le point, on dit quel est le réel, mais quel était le récit, quelles étaient les promesses de l'institution. Les promesses, c'est très simple et je vais aller très vite. Il y a 3 fondamentaux dans la justice. C'est d'abord un besoin individuel. Et donc, corrélativement, c'est un besoin d'éthique, c'est une dette d'éthique dans le chef du magistrat à qui on est livré, parce qu'on est livré au magistrat, c'est l'article 13 de la Constitution, on ne choisit pas son juge. Et donc il y a un besoin d'éthique, il y a un besoin de justice, et en écho, il y a une dette d'éthique, il y a une rencontre qui doit avoir lieu, c'est pour ça qu'on préfère normalement, jusqu'ici, encore les juges au robot. Donc il y a une humanité, une écoute, une créativité, tout ça. 2, c'est un service public, mais service public particulier en ce qu'il assure la paix sociale. La justice, c'est le contraire de la vengeance, c'est un tiers qui intervient et qui peut amener une solution raisonnée en droit et en fait, qui va pacifier. Et la somme de tous les contentieux qu'on règle autrement que par la loi du talion, ça donne une possibilité de paix sociale. Ça veut dire que quand devant la Cour d'appel de Bruxelles, vous attendez 5 ans, donc vous obtenez une décision devant le tribunal de première instance de Bruxelles, et puis, mettons que c'est contre une compagnie d'assurance, je donne toujours le même exemple, ceux qui m'ont déjà entendu me pardonneront, vous obtenez contre une compagnie d'assurance une belle somme, hein, mais vous avez besoin d'un lit médicalisé, que sais-je. La compagnie d'assurance fait appel, c'est son droit, c'est son droit. Et puis, devant la Cour d'appel de Bruxelles, c'est 5 ans le délai d'attente. Pour plaider, parce qu'on peut encore avoir une ouverture des débats, on peut réordonner une expertise, que sais-je, pour plaider, 5 ans. La Cour, que va dire la compagnie d'assurance? Elle va dire, monsieur, dans 5 ans, pas sûr que vous gagnez encore, pas sûr que vous gagnez autant, pas sûr que vous n'êtes pas mort en fait. Si on négociait, et quand on négocie, on va dire, allez, au lieu, vous avez eu 500 000 €, prenez 300 000 tout de suite. Vous n'avez pas les moyens d'attendre. Et donc, on comprend ici que le service public justice, il contrarie le rapport de force. Il l'empêche, ou il le valide, mais sur une base raisonnée, à nouveau en droit et en fait. Et donc, quand vous êtes devant la Cour d'appel, dans un dossier tel que celui-là, le rapport de force est réintroduit totalement, et ça, c'est le contraire de la justice. Troisième fondamental, troisième promesse, c'est que la justice est un pouvoir constitué. Ce faisant, elle peut contrarier la loi. Vous savez que la loi, c'est le fait d'un pouvoir élu. La justice est non élue, c'est ça sa légitimité. Elle est neutre et impartiale, et c'est ça que les justiciables et les citoyens attendent d'elle. Donc, quand on nous dit les juges ne sont pas élus, ils ne sont pas légitimes, ben si précisément ils ne sont pas élus, et c'est pour ça qu'ils sont légitimes, et c'est ce qu'on attend d'eux, c'est cette neutralité et cette impartialité. Et ce faisant, le judiciaire est capable de contrarier, ou de valider, ou de tempérer des lois qui ont été votées, qui pourraient être qualifiées scélérates. On sait qu'on est un peu dans l'époque du retour des lois scélérates ici et là. Et donc et c'est peut-être pas par hasard que les pouvoirs judiciaires sont un peu partout aussi menacés de ce fait-là par les populistes. Et donc, il y a un équilibre institutionnel qui est rendu possible par un pouvoir neutre, non élu, et c'est ça la démocratie dans sa complexité, hors tout au peuple. Je l'ai sans le peuple. Voilà, j'ai terminé. Alors, François, tu prends le relais. Voilà, merci beaucoup, merci bien d'abord, c'est vrai, c'est admirable que vous passiez votre soirée à discuter de la justice et du droit, c'est bien, merci beaucoup. Merci à toi Manuela, parce que tu es toujours avec un enthousiasme, une force, plus que ça, c'est vraiment une force intérieure, une conviction qui t'anime depuis tant d'années, et je restais comme ça quand même temps de vraiment parler justice et aller au Des référents tels que toi. Non mais c'est vrai, on est obligé, Pas du, je suis pas obligée de rien, moi maintenant je suis oh, ça va. Moi je vais partir alors simplement de ce qui a été mon travail, parce que
comme France vous l'a rappelé. Moi, j'ai pas été juge. On n'entend rien du tout. Pardon. Vers le haut, vers le haut. Voilà, comme ça ira peut-être mieux, excusez-moi. Donc voilà, moi je fais partie de ce qui a été mon expérience à moi. J'ai été professeur à l'université de Louvain pendant des années, dans le domaine du pénal, et puis je suis passée de l'université à la Cour européenne des droits de l'homme. Donc je n'ai pas été juge en Belgique. Voilà, c'est un manque, ça c'est bien clair. J'ai été un tout petit peu avocate. Mais j'ai toujours été très très sensible à tout ce qui se passe dans la justice en Belgique, et même quand j'étais à Strasbourg, le fait de garder des contacts vraiment étroits avec des amis, disons-le franchement, comme Manuela, comme France, comme d'autres, qui sont quand même des piliers et des points importants dans la justice dans notre pays, et bien ça m'a terriblement aidé pour le travail à la Cour. Donc ici, je vais simplement intervenir un peu en complément à ce qu'a dit Manuela, mais précisément à partir de la Convention européenne des droits de l'homme, puisque voilà, c'est celle-là que j'ai servi pendant des années, c'est un honneur, un redoutable honneur. Et au sein de la Convention européenne des droits de l'homme, évidemment, la question de la justice, elle est centrale. Elle est centrale parce qu'à cette disposition de l'article 6, le droit à un procès équitable. Le droit à un procès équitable, c'est même l'article de la Convention qui est le plus souvent invoqué devant la Cour européenne des droits de l'homme. Alors, l'exercice de la justice, et ça c'est vraiment le thème majeur, je dirais, dans la Convention européenne des droits de l'homme et dans tous les textes qui garantissent les droits fondamentaux, et ça c'est vraiment important à rappeler, c'est que l'exercice de la justice, c'est le fondement d'un État démocratique. Ça c'est vraiment le point central. Et tu l'as dit, Manuela, bien entendu, on n'est plus au temps de la vengeance, on est l'époque où si on veut que les conflits entre les personnes trouvent une solution autrement que par la violence, ils doivent le trouver par la voie du droit. Et c'est ça la justice, sous quelque forme que ce soit. Et la justice peut prendre des formes différentes, par un tribunal, par des voies alternatives, mais c'est bien ça le cœur de l'affaire, c'est que la violence doit être exclue, et pour cela, il faut trouver une solution pour régler les conflits entre les personnes. La justice est aussi la composante de l'état de droit. Alors ce fameux état de droit, tout le monde en parle maintenant, ça devient un espèce de concept fourre-tout. Il y a même certains politiciens qui ont le culot de dire, et ça j'avoue que tombe encore à la renverse, l'état de droit c'est une argutie juridique. Dixit, monsieur B2DW. D'entendre ça en 2018, pour moi j'avoue que c'est le comble des comptes, que l'état de droit est une argutie juridique. Qu'est-ce que c'est l'état de droit? Parce qu'on l'emploie tellement que ça devient un concept fourre-tout. Pour moi, c'est bien clair. L'état de droit, c'est le droit au droit. Il y a un droit fondé sur les droits humains et c'est le droit au juge. C'est tout simplement le juge qui est le gardien des promesses. Alors dire que c'est une argutie juridique qu'on n'a plus besoin aujourd'hui dans notre société démocratique, eh bien ça c'est la fin de la démocratie. Et c'est comme ça que les démocraties meurent. C'est comme ça que les démocraties meurent par des petites choses, par des petites phrases comme ça qui font mouche et puis qui en fin de compte, on se rend compte qu'elles détricotent véritablement tout ce qui est un contexte qui assure, je dirais, le respect de nos libertés, les garanties de nos libertés, qui est quand même le point le plus central. Donc, aujourd'hui, ce n'est plus acquis. Ce n'est plus acquis, la question et de la démocratie et de l'État, ce n'est plus acquis, et donc il faut se battre. La démocratie, ça ne vient pas comme ça, si on ne se bat pas pour elle, la démocratie va disparaître. Alors je ne veux pas être alarmiste, mais je sens tellement dans toute une série d'endroits la critique par rapport aux droits humains qui est très forte, mais non, on n'en veut plus. Qu'est-ce que c'est ces droits? Qu'est-ce que c'est ces cours avec des juges qui viennent de l'étranger, et des femmes encore bien? Parce que c'est ça. Mais ça, j'ai entendu ça tout le temps, la Cour européenne des droits de l'homme. On ne veut plus de ce contrôle, on ne veut plus de ce qui en 1950 et même plus antérieurement à la Déclaration universelle des droits de l'homme, dans un climat politique aussi tendu qu'aujourd'hui en 1948. Eh bien, à ce moment-là, voilà, il y a une série de personnes qui ont eu ce courage et ce culot d'affirmer des choses aussi essentielles. Youm là, merci. Donc voilà, il faut bien se rappeler que la Déclaration universelle des droits de l'homme qui a rappelé cette chose évidente que tous les hommes naissent libres et égaux en droit, pointe à la ligne. Et c'est ça qu'on doit affirmer, c'est ça qu'on doit reconnaître. Et depuis lors, tous les textes de garantie des droits fondamentaux rappellent ça, sans distinction aucune de race, de genre, de couleur, de fortune. Ce sont vraiment un peu des fondamentaux et à partir desquels il faut construire. Mais aujourd'hui, je me rends évidemment bien compte
que ces fondamentaux qui, pour dans notre vie, on peut bien dire, on est un peu la même, enfin, toi tu es plus jeune, mais on est un peu de la même génération, qui ont constitué des forces, des inspirations, et par rapport auxquelles j'ai envie de dire, quelqu'un demandait est-ce que les juges pourraient mourir s'ils font des arrêts épouvantables, eh bien, je mourrais bien pour défendre certaines choses qui me paraissent vraiment fondamentales. Alors, seconde chose par rapport à la justice, une justice efficiente, et tu l'as dit parce que tu as évoqué les textes que tu as là, le mémorandum de avocat.be pour la justice. Ils disent que la justice efficiente, c'est une garantie de l'ordre social, politique et économique. Alors, 3 points par rapport à la justice que je voudrais évoquer. Au départ de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, tout simplement, et la Convention, c'est pas tout un rayonnage bibliothèque, c'est pas plus gros que ça. C'est ça la Convention européenne des droits de l'homme. Et si j'avais été vraiment intelligente, je vous aurais apporté à chacun un petit texte, mais je n'en ai qu'un. Donc je donnerai au premier qui vient. Désolée, mais j'ai pas mieux. Cet article 6 de la Convention, c'est vraiment fondamental. Droit à un procès équitable. Et je ne vais pas élaborer tout autour de l'article 6, mais toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'accès à la justice pour tous. Ça, c'est le premier point que je voudrais dire. Il n'y a pas de lieu où l'exigence de justice est plus fondamentale et plus urgente. Et donc, l'accès à la justice, pour moi, c'est le point de départ. Mais je dis bien, quand c'est la justice, c'est la possibilité de soumettre son conflit, de quelque nature qu'il soit, à quelqu'un, à un tiers, à une instance, qu'elle soit judiciaire ou qu'elle peut avoir d'autres natures aussi, mais qui peut de manière indépendante et impartiale, et on le verra, trancher. Parce qu'à un moment donné, il faut trancher et il faut décider, même s'il y a toute une série d'étapes antérieures. Donc l'accès à la justice, ça c'est pour moi vraiment le point central. C'est la condition essentielle, première, incontournable de l'effectivité des droits. Ça ne sert à rien d'avoir tous les droits de toutes les sortes. Si effectivement il n'y a pas l'accès à la justice pour les faire valoir, eh bien les droits restent alors tout à fait abstraits, illusoires, alors que les droits humains doivent être concrets et effectifs. Ça c'est vraiment un thème majeur que l'on voit à travers toute la jurisprudence de la Cour. Et inversement, l'ineffectivité des droits. Si les droits ne sont pas effectifs, c'est la négation des droits humains, mais c'est une insulte aux droits humains. Ça, j'en suis intimement persuadée. Les droits, ce ne sont pas des discours savants. Ce n'est pas simplement des discours qu'on en étudie ici à l'université. C'est très bien, il faut le faire, les étudiants doivent l'étudier surtout. Mais ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que des discours savants dans les mains de quelques-uns, souvent des privilégiés, disons-le bien sûr, ça c'est la réalité. Les droits sont des ressources à mobiliser par tous et pour tous. Ça, c'est vraiment pour moi le cœur de l'affaire. Ce sont des instruments à mobiliser par tous et pour tous. Et à cet égard-là, l'accès à la justice pour les faire valoir est essentiel. Alors tu l'as dit Manuela, et je suis tellement d'accord avec toi. En temps de crise, l'accès à la justice est mis à rude épreuve. Ça c'est absolument certain. Est mis à rude épreuve. Les États, les individus, on tente à se replier sur nous-mêmes, d'adopter des positions défensives. Et les droits fondamentaux, les droits de la Convention européenne des droits de l'homme et de tous les autres textes qui garantissent des droits fondamentaux. Ces droits, évidemment, l'égalité, la non-discrimination, la prééminence du droit, l'accès à la justice, la liberté de penser, l'ensemble de ces droits qui constituent les droits civils et politiques de base, ils risquent de perdre du terrain, et notamment la non-discrimination. Et la question des femmes dans les périodes d'austérité, pour moi, est encore plus importante. Parce que les hommes et les femmes ne sont pas, je dirais, les mêmes face à la crise. Et on voit très bien que dans ces périodes d'austérité, je déteste l'austérité, je vous le dis de suite, depuis le début, je trouve que c'est la négation même de ce qui va pouvoir créer un investissement dans une société. Et les mesures d'austérité et la crise, je dirais, elles ne frappent pas tout le monde. Les austérités et la crise peuvent être à l'avantage, et ça on le voit très très clairement, de toute une série de fragments de la population. Ça ne touche de manière brutale que les plus faibles. C'est une telle évidence qu'on ne peut plus accepter ces mesures d'austérité. Vous avez dit, je ne suis pas révolutionnaire en disant ça, je vois très bien dans toute une série d'enceintes internationales, on le dit, le commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe le dit, le commissaire aux droits humains de l'ONU le dit. De tous côtés, on le dit, que les États, dans leurs mesures d'austérité, ne peuvent pas abandonner les droits humains. Donc, il ne suffit plus maintenant de le dire, il faut que les États rendent compte là-dessus. Ça, c'est vraiment un peu mon point crucial du moment. Parce qu'il ne suffit pas simplement d'affirmer, j'ai déjà dit 100 fois, bien maintenant, j'ai envie de dire que les États rendent compte. Que les États rendent compte de ce qu'ils font. Et là, il faudrait commencer à mettre sur pied des choses pour qu'ils rendent compte de leur position, de leur politique dans
dans ces situations-là. Donc pour moi, la crise, soi-disant la crise, mais je ne veux plus entendre parler de crise, parce que la crise, ou bien on meurt, ou bien on guérit. On n'est pas en crise perpétuelle, ça n'a aucun sens, quoi. Eh bien, j'espère qu'on ne mourra pas, j'espère qu'on guérira, et au contraire, je trouve que la crise et toute la réduction des budgets dans cette période, ça manque de vision à long terme. Et beaucoup disent, et notamment des philosophes, il y a une philosophe que je trouve assez intéressante là-dessus, c'est Myriam Revaud-Dallon, elle a écrit « Une crise sans fin ». Et alors elle montre bien que, précisément, les périodes d'austérité et de crise nous bloquent par rapport à une vision à long terme. Et qu'au contraire, la crise, entre guillemets, doit être mise à profit pour encourager des solutions novatrices. Et en matière de justice, je trouve que ça, c'est vraiment le point crucial. C'est le point crucial. Il faut maintenant trouver des solutions novatrices par rapport à l'ensemble de la justice et que ces solutions novatrices puissent alimenter des politiques à venir. Alors peut-être encore 2 points sur ces questions d'accès à la justice, parce que pour moi, c'est tellement important. Il y a la rapporteure spéciale des Nations Unies sur l'extrême pauvreté et les droits de l'homme. Je dis les droits de l'homme, mais on devrait dire les droits humains. Je suis bien d'accord avec toi. Je suis totalement d'accord avec toi. Donc si parfois je me trompe, eh bien vous pouvez me pendre haut et court. La rapporteure spéciale, je trouve ce document, moi ça m'a vraiment bouleversé, je ne vous cache pas, dans lequel elle montre bien que le manque d'accès à la justice, c'est vraiment notre thème, est une des principales raisons pour lesquelles les personnes basculent et demeurent dans l'extrême pauvreté. Donc elle fait un lien entre le manque d'accès à la justice et l'extrême pauvreté. Et elle dit alors l'accès effectif à la justice, c'est non seulement un droit humain en soi, mais c'est un instrument essentiel pour lutter contre la pauvreté. Je lui dis, mais pourquoi? Parce qu'elle dit ceci, sans accès égal à la justice, les personnes qui vivent dans la pauvreté ne sont pas en mesure de faire valoir leurs droits ou de dénoncer des crimes, des abus, des violations qui seraient commis à leur encontre. Et elles se trouvent enfermées dans une sorte de cercle vicieux d'impunité, de privation et d'exclusion. Et alors elle dit, par rapport aux femmes, la question est encore plus cruciale. Elle est encore plus cruciale par rapport aux femmes. L'impossibilité d'intenter le judiciaire à travers les systèmes existants accroît la vulnérabilité et la violation des droits. Et c'est alors le cercle vicieux qui se met en place. Le commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe dit autre chose. Il souligne la nécessité urgente de donner un nouvel élan au modèle social européen fondé sur l'accès à la justice pour tous. Donc voilà, le premier point d'accès à la justice qui pour moi est vraiment crucial. Alors qu'est-ce que c'est l'accès à la justice? On peut écrire aussi des articles entiers. Moi j'ai envie de dire c'est ce fameux 4A. C'est ce fameux 4A, la justice, elle doit être parce que 4A parce que c'est en anglais, availability, accessibility, adequacy, adaptability. En français, disponibilité, accessibilité, adéquation, flexibilité. Voilà, je dirais, au niveau international, au niveau des droits humains, les exigences de l'accès à la justice. Disponibilité, accessibilité, adéquation, flexibilité. Ça, est-ce qu'on y est? Est-ce qu'on est encore loin? Et alors là, tout ce que tu viens de dire sur la manière dont la justice, le pouvoir judiciaire ou l'organisation judiciaire se met en place ou ne se met pas en place, est assurée ou n'est pas assurée, je dirais l'ensemble de cette réalité telle qu'elle est produite par nos gouvernements, avec toujours cette excuse trop facile et que je ne peux plus entendre de l'austérité, sur lequel il faut absolument maintenant se battre. C'est fini de dire ça. L'austérité doit peser sur qui? Enfin, je ne veux pas être populiste ou tout ce que vous voulez, mais l'austérité ne peut plus continuer à peser sur ceux qui sont les plus vulnérables et qui ont le plus besoin de l'accès à la justice. Donc voilà, ça c'est le premier point que je voulais évoquer. Alors tu as évoqué l'assistance juridique, l'assistance judiciaire, l'aide juridique. Est-elle donnée, n'est-elle pas donnée, de quelle manière? Mais c'est dans ce contexte-là qu'il faut l'entendre. C'est dans ce contexte de l'accès à la justice et à travers ces quatre exigences. Voilà, ça c'est un premier point, que sa cause soit entendue. Et puis alors, toujours cet article 6, qui est une mine d'or, hein, cet article 6, c'est tout à fait incroyable. Il dit, dans un délai raisonnable. Alors, tu viens à l'évoquer, évidemment, si la justice n'est pas rendue dans un délai raisonnable, ce n'est plus la justice. Point. Il ne faut plus discuter là-dessus. Quand on dit qu'il n'y a pas d'arrêt à la cour d'appel avant 5 ans, ça n'est pas tenable, et c'est tout simple, ça n'est plus tenable. Ça n'est plus tenable. Alors bien sûr, il faut manifester pour le climat. Et je serais la première à le faire si j'avais 15 ans, mais je ne l'ai plus. Mais il faut évidemment lutter contre ça. Qu'est-ce que ça veut dire, des arrêts à 5 ans? Mais c'est vraiment le contraire de la justice. Ça n'est plus tenable, le délai raisonnable.
la Convention des droits de l'homme est un peu générale puisqu'elle dit raisonnable. Et qu'est-ce qui est raisonnable, qu'est-ce qui n'est pas raisonnable? Enfin, 5 ans, ça n'a évidemment aucun sens. Ça n'a évidemment aucun sens. Et devant la Cour, on a un nombre d'affaires sur le délai raisonnable extrêmement important. On voit très bien que ça, c'est la gangrène dans tous les systèmes judiciaires en Europe. C'est la gangrène partout. Alors là, il faut vraiment s'interroger de manière profonde et structurelle sur cette réalité de délai. Alors, pour moi, enfin, je ne suis pas du tout ni économiste, ni manager, ni rien, tout ce qu'on veut. Enfin, il y a quand même une gestion des tribunaux à avoir pour faire que ce délai qui est incompréhensible. Comment gérer cette affaire du délai raisonnable avec le personnel qui existe, enfin, dans l'ensemble. Ça, c'est pour moi vraiment une mission qui maintenant devrait être essentielle pour... Alors, le second point sur lequel je voulais dire un mot, c'est l'indépendance des juges. L'indépendance des juges, parce que c'est vraiment un facteur important. C'est un facteur essentiel. Les juges doivent être indépendants. Et je crois que là-dessus, tu es d'accord à 150 ou 200 ou 300%. L'indépendance des juges par rapport à tous les pouvoirs, ça c'est une évidence, par rapport au pouvoir législatif, par rapport au pouvoir exécutif, par rapport aux médias. L'indépendance des juges par rapport à tout ça. Est-ce que c'est la situation dans beaucoup de pays en Europe maintenant? Eh bien voilà, de nouveau, sur cette question d'indépendance des juges par rapport au pouvoir législatif et exécutif, mais par rapport aux médias, on voit très bien dans de nombreux pays, et un tout petit peu chez nous aussi, que ça commence à se détricoter tout doucement. Ça commence à se détricoter lorsque, effectivement, on voit des ministres qui disent on ne va pas exécuter tel arrêt, par exemple, on ne va pas exécuter telle décision du Conseil du contentieux des étrangers, ou lorsque l'on dit la défense de cette personne, au fond, elle est tout à fait stupide. Et ça, ce sont, excusez-moi, mais ce sont des pressions, c'est une atteinte à l'indépendance des juges dans ce qui est le cœur de leur fonction de juger. L'indépendance des juges ne se marque évidemment que dans la fonction de juger. Il ne faut pas non plus employer l'argument de l'indépendance pour justifier tout et n'importe quoi. Donc, la question de l'indépendance par rapport à tous les pouvoirs, ça c'est pour moi vraiment essentiel, c'est fondamental, c'est pas un privilège, l'indépendance des juges, c'est essentiel pour assurer la confiance des justiciables. Ça, c'est pour moi vraiment un point. Et j'ai envie de dire maintenant, si je peux permettre, Manuela, d'aller même un peu plus loin sur la question des juges, parce que c'est tellement important. Pour moi, c'est tellement important, et je dirais que c'est l'ensemble de... Alors, on voit bien qu'il y a une question cruciale, et tu l'as bien montré, notamment avec le fait que les cadres ne sont pas remplis, etc. Est-ce que je peux me permettre de pousser une autre question sur laquelle je crois qu'on aura un débat tout à fait franc entre nous? Je voudrais bien une fois voir plus clairement la réalité du travail de tous les juges. Parce que tu vois, on entend bien cette observation en disant oui, il y a des juges qui travaillent énormément, qui sont extrêmement responsables, compétents, et puis il y en a d'autres qui sont comme dans tout milieu social, hein, soyons bien clairs, comme dans tout milieu social. Et donc, est-ce qu'il n'y aurait pas un travail très profond à faire sur, je dirais, sur qui sont les juges, comment, de quelle manière, comment les encadrer, tout ça à quoi je pense. En 2012, et c'est toi qui l'avais d'ailleurs évoqué, le Conseil supérieur de la justice, donc voilà Madame la Présidente, et le Conseil enfin ancienne, pas ex, le Conseil consultatif de la magistrature ont fait un guide pour les magistrats. J'ai trouvé ce document vraiment intéressant, principe, valeur et qualité, une sorte de guide de déontologie pour les magistrats. Et c'est un texte qui a aussi été approuvé par le réseau européen des conseils de la justice. Et alors, il parle justement des valeurs du pouvoir judiciaire, et c'est ce que je viens de dire, indépendance, impartialité, intégrité, réserve, discrétion, tout ça c'est très bien, respect et capacité d'écoute, égalité de traitement, compétence. Quoi ? Et courage, exactement, et courage. Alors après ça, il décide, l'autre définit les qualités que doivent présenter les magistrats. Sagesse, loyauté, humanité, courage. Pourquoi est-ce que les juges portent l'hermine sur leur toge ? Parce que l'hermine, c'est l'animal du courage, c'est pour ça, sinon ça n'a pas de sens, c'est pour ça que c'est l'hermine. Et l'avocat aussi. Et l'hermine, c'est ça que ça veut dire, tout simplement. Moi, je ne savais pas, j'ai appris ça, je me dis, ah, mais ça alors, bien sûr. Sinon, enfin, c'est plus de l'hermine, mais non, c'est du lapin, évidemment. Mais c'est vraiment, c'est vrai, c'est plus ça, quoi. Mais c'est vraiment le courage, sérieux, prudence, travail, écoute, communication, ouverture d'esprit. Et tu le dis toi-même dans ton article, ce sont des dispositions totalement inédites dans notre culture judiciaire. Et même plus loin, à un moment donné, il dit si effectivement, et ça je trouve vraiment important, lorsque la démocratie et les libertés fondamentales sont en péril, la réserve des magistrats doit céder devant le droit d'indignation. Et toi, tu en es un bon exemple, tu exprimes le droit d'indignation. Et donc voilà, je trouve que, est-ce qu'il n'y aurait pas une réflexion vraiment profonde à avoir
sur les magistrats eux-mêmes, parce qu'ils vivent ce système, ils en souffrent d'ailleurs, je crois la plupart, ils en souffrent de vivre dans un contexte dans lequel c'est vrai, ils sont peu aimés, ils sont beaucoup moins reconnus ou beaucoup moins valorisés que les magistrats de nos grands-pères, où effectivement, quand on les voyait dans la rue, tout le monde ôtait son chapeau, enfin ça c'était... C'est fini tout ça, c'est fini, maintenant ce sont des gens comme nous, les juges sont des gens comme nous, et ça je trouve vraiment important par rapport auquel on doit avoir bien sûr une attitude, mais de respect, comme nous avons une attitude de respect entre nous. Et voilà, j'aimerais bien que sur ce point-là, on puisse aller plus loin sur le travail même des magistrats. Et que, au moment de l'affaire Dutroux, parce que tu l'as évoqué, ça m'a un peu préoccupée, je ne vous cache pas, parce que j'étais un petit peu impliquée là, à ce moment-là. Et alors, ce qui m'a chipoté, c'est qu'à un moment donné, tout le travail, moi c'était un peu mon idée, mais qui sans doute a échoué, et ça je ne me cache pas. Toute l'idée de tâcher d'un petit peu participer là comme expert, entre guillemets, je me demande expert de quoi, mais enfin bon, dans l'affaire Dutroux, c'était de dire peut-être que c'est l'occasion, à ce moment-là, d'avoir une vraie réflexion sur le pouvoir judiciaire et une remise en cause. Et ça a été de suite abandonné, on a dit on n'a pas les moyens, et c'était terminé. Toute remise en cause que je trouvais importante, je ne le cache pas, une remise en cause du pouvoir judiciaire que je trouvais vraiment important en termes de responsabilité, de compétences, d'ouverture. Il y avait un passage à faire de l'ancien monde au nouveau monde. Et c'est ce que je pensais que l'affaire Dutroux allait pouvoir faire. Mais non. Et maintenant, je me suis rendu compte que non, bien entendu. C'est pour ça que j'ai arrêté à un moment donné. Je me dis, j'y arriverai pas. Et la réflexion, je me dis, c'est peut-être parce que ce n'est pas dans le tragique qu'on se réforme. Non. C'est peut-être ça. Et donc, c'était ça mon erreur, de croire que dans une situation aussi tragique, on allait pouvoir permettre vraiment une remise en cause du pouvoir judiciaire et qui déjà n'a pas pu être faite. Et je trouve que maintenant, il faudrait la faire. Puis je voudrais dire encore un tout petit mot, mais des temps... Ah ben j'arrête, alors c'est fini. Ben, je dirai l'autre dans les réponses aux questions. Je termine. Il y aura d'autres occasions. Tu as lancé en réalité la parole à Manuela à propos de la question de la remise en question de la magistrature. Bon, après l'affaire Dutroux, il y a quand même eu une forme de remise en question, certes extrêmement modeste, mais c'est vrai que le Conseil supérieur de la justice a été fondé à ce moment-là avec comme mission d'objectiver les nominations, ce qui a quand même été réalisé pour une grande part. Je crois qu'on peut considérer que c'est que ça a été fait, qu'on objective, qu'on dépolitise largement. Et d'autre part, une forme d'instance de plainte qui n'existait pas. Il y a moyen, procédé mal connu à l'heure actuelle, mais qui peut être utilisé, de déposer une plainte quand on a le sentiment qu'on n'est pas traité tout à fait adéquatement par le juge devant lequel on a été, devant lequel une question quelconque est posée. Et donc la question est, je trouve, tout à fait pertinente, puisque c'était d'ailleurs aussi la mienne, du coup forcément pas trop pertinente, c'est qu'est-ce que l'appareil judiciaire, et Manuela se fait l'interprète de ce qu'il y a de meilleur au niveau de l'appareil judiciaire et de ce qu'il devrait être aussi. Mais moi j'aimerais aussi bien l'entendre sur peut-être un peu de forme de regard critique sur la magistrature elle-même, parce qu'enfin tout ne vient pas de l'extérieur et il y a peut-être des réformes qui doivent se mener au niveau de l'appareil. Merci. En réalité, on est dans un triple contexte qui doit évidemment amener à répondre à votre question par l'affirmative. On est dans un contexte, pour faire bref, populiste. Et donc quand les juges jouent leur rôle de contre-pouvoir et contrarient les gouvernants élus, par exemple le Conseil constitutionnel français a déclaré inconstitutionnel le délit de solidarité, le fait d'accueillir les migrants est pénalisé en France, il est incriminé, c'est une infraction. Le Conseil constitutionnel qui est allé chercher le principe de fraternité, qui est juste dans la devise de la France, il en a fait un principe constitutionnel. Vous voyez la créativité des magistrats, ce qu'on attend d'eux, leur audace, leur courage et leur intelligence. Et ils ont dit, ce délit, je l'écarte, il est inconstitutionnel. Qu'est-ce qui s'est passé? On s'est échangé plein de mails, on s'est dit, grande victoire démocrate, réjouissons-nous, on va vers le mieux. En réalité, la semaine suivante, le Figaro Magazine, l'éditorialiste Guillaume Roquette, Figaro Magazine, il faut s'imposer de le lire tous les semaines. On voit comme ça de quelle voie on se chauffe quelque part, en face, attitré,
les juges contre les peuples. Ça, c'est un premier élément du contexte. Donc maintenant, les démocrates, les droits de l'homme, tu l'as dit, sont suspects d'être les adversaires de la sécurité et de l'identité nationale, et qui est évidemment nourrie par l'austérité dont on vient de parler. Tout se tient évidemment. Premier élément, les juges contre les peuples. Deuxième élément, la menace de la robotisation, l'intelligence artificielle. Alors, il y a aussi une grosse propagande derrière. Je vous invite à lire En attendant les robots, c'est un sociologue italien dont j'ai oublié le nom, qui explique qu'en réalité, derrière l'intelligence artificielle, il y a plein de gens invisibles et très mal payés, ubérisés, qui font en fait le job. Donc en fait, l'algorithme et tout ce qui vient faire les calculs, ce sont des gens qui font ça sans diplôme et qui pour 3 francs 6 sous. Mais la menace, elle est là, elle est de dire, dans le fond, les juges, c'est cher, il y a un biais chez le juge, il y a toujours il y a une extraction qui fait qu'il n'est pas toujours à l'écoute, qu'il ne comprend pas toujours ce qui se passe, il est déconnecté du réel, et souvent, peut-être même, il est capable de mépris, de distanciation aristocratique avec les vrais gens. Et donc l'idée que défend l'ASM d'une justice intégrée socialement, c'est-à-dire au cœur de la société civile, à son seul service, totalement dégagée de toute connivence avec les puissants économiques ou gouvernementaux, cette idée-là, c'est du pipeau, en fait, ça n'existe pas dans le réel. Donc, allons vers le robot, et quand on aura donné, puisque c'est ça l'exigence de l'intelligence artificielle, en tout cas du marché qui est derrière, c'est de vous dire, donnez-nous vos données, donnez les données. Donnez-les, et quand on aura toutes vos données, à ce moment-là, on saura très exactement qui vous êtes, et la manière dont il faut vous juger, et la manière dont on a jugé des personnes comme vous dans telle et telle situation similaire. Et donc, donnez à l'intelligence artificielle, et ayez confiance. Donc, il y a cette menace-là, et donc nous de dire, mais non, les juges sont des humains humanistes, les juges sont à l'écoute, les juges sont patients, ils sont intelligents, ils sont créatifs, ils veulent donner un sens démocratique à chaque dossier, ils veulent servir. Et donc, ayez confiance aux juges. Donc, il y a une espèce de bataille, un peu de bataille de concurrence pour le moment. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point, c'est l'austérité, c'est la mise à mal de l'indépendance. L'indépendance étant bien entendu au sens de absence de pression. Et donc, on est en train, magistrats, et pas que moi, et pas que les associations, Jean Decote, premier président de la Cour de cassation, le fait. Marc Dewar est venu à Namur faire une conférence sur la justice, et il avait dit dans la Libre Belgique il y a un an, j'ai décidé de mouiller la chemise, expressis verbis, donc de s'engager dans le débat public. Donc il y a une série de hauts magistrats qui s'engagent, et on est en train d'organiser la journée d'alerte annuelle du 20 mars, jusqu'à ce que ça devienne la journée de la fête de la justice. Donc le 20 mars, rendez-vous à tous les citoyens pour s'approprier la justice et en faire une question à la fois collective et singulière, comme je vous le disais. Et donc on est en train de faire ça, et on prend la population en témoin en disant, regardez, tu viens de le dire, moi je vous vends un idéal, je vous vends un récit, je vous vends ce que ça devrait être, et je vous vends ce que j'essaye de faire avec mes petits moyens, dans mon métier, avec mes collègues. Donc je vous vends le meilleur. Et donc je vous dis, tenez pour nous, défendez, comme le climat, comme la fiscalité, défendez-nous, et je vous prends à témoin, et je vais dans les débats en disant, la population a compris ce qui se passe, la justice est maintenant au cœur du débat public. Mais donc du coup, ces 3 éléments, les juges contre les peuples, contre la sécurité, l'austérité, la robotisation et la revendication, tout ça, c'est un super défi d'excellence. Évidemment de questionnement, évidemment de remise en cause. J'ai des exemples où je préférerais un robot. J'ai un collègue qui motive, il a 6 mots-clés et c'est son greffier qui les assemble. Et donc le type a plaidé 2 heures pour sa défense, et quand il est le jugement, il y a 2 lignes. Il y a 2 lignes, on n'a tenu aucun compte. Donc ça existe, il faut le savoir. Et évidemment qu'on préfère un robot. Évidemment, dans ce cas-là, le débat, il est perdu d'avance. Quand il y a ces... Et donc, il y a un défi d'excellence et une obligation de remise en cause. Et je dois dire que dans le livre, pardon, en tant que femme, quand on parle de ce qu'on a écrit, on se pousse. Donc j'ai écrit un livre, il y a 180 pages de propositions, et il y a évidemment d'abord la formation des magistrats. Chaque magistrat doit être un constitutionnaliste, averti des questions européennes, super équipé en matière de jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, et il doit être un sociologue. La sociologie, Jean Tirole, qui est prix Nobel d'économie français il y a 2 ans, écrit désormais la sociologie. Il faut regrouper les sciences humaines. Et donc chaque magistrat doit être connecté au réel et respecter. Le magistrat est le créancier du respect du réel. Quand la Belgique est condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme de l'affaire Lacheri, parce qu'un juge a refusé qu'une femme pénètre à l'audience parce qu'elle était voilée, et il lui a donné le choix, ou vous vous dévoilez, ou vous sortez, et bien ça, c'est vraiment un scandale.
le magistrat n'est pas... J'ai lu des opinions dissidentes dans plusieurs arrêts sur le voile. Le magistrat n'est pas à l'audience pour régler la question de l'égalité homme-femme dans le monde musulman. Le magistrat n'est pas à l'audience pour combattre le radicalisme islamiste. Et une femme voilée n'est pas une musulmane radicale. Une femme voilée a fait un choix qu'il n'appartient pas au juge d'évaluer. Le juge n'est pas l'arbitre des élégances, ni l'arbitre de l'éducation, ni l'arbitre de l'intégration des personnes. Enfin, moi j'en parle à l'aise, hein, mais mes grands-parents sont arrivés en ne parlant pas un mot de français il y a quelques années. Et donc je suis une émigrée de la seconde génération, donc je ne vois pas comment on peut, et dans ma famille il y a autant d'années, les femmes mangeaient à la cuisine pendant que les hommes mangeaient à table. C'était des Italiens. Et donc maintenant, quand on vient refuser à une fille voilée l'accès à une salle d'audience, c'est le contraire de justice. Donc c'est aussi pire que les 5 ans d'attente devant la cour d'appel. Et donc évidemment, il faut tout revoir. Il faut tout revoir. Et je crois, moi, au tragique, aux vertus du tragique. On l'a vu pendant la résistance française. J'ai toujours beaucoup de respect, c'est une référence pour moi, la compagnie, la division Leclerc, et ce qui s'est passé dans le maquis. Ils ont tout refait. Et la Convention européenne des droits de l'homme, quelque part, elle est l'héritière de la résistance. Et c'était tragique. Et donc je crois à ça, mais évidemment, il faut convaincre. Et ça, c'est autre chose. Mais donc oui, il faut se mettre en question. Beaucoup, beaucoup. Dans notre accueil du justiciable. Et j'ai commenté l'affaire Lachiri, où j'étais cité, et j'ai intitulé ça « Quand le juge est l'ennemi ». Quand le juge est l'ennemi, et il arrive que les juges soient les adversaires du dossier et du justiciable, et qu'en fait l'avocat qui vient, il ne doit pas se battre contre son adversaire, il doit se battre contre le juge. Et là, il en faut du courage, hein, parce que et dans le rapport avec le juge, la partie faible, la partie vulnérable, c'est toujours le justiciable. Celui qui craint quelque chose, qui prend un risque, c'est toujours le justiciable. Évidemment, il faut éduquer les magistrats pour ça. Évidemment, il faut les sélectionner en ayant bien la garantie, pour peu qu'on puisse l'approcher, qu'ils sont pétris de cette conscience du réel, de la vulnérabilité des gens qui leur sont livrés, encore une fois, parce qu'on ne choisit pas son juge, ce qui est une garantie démocratique. On choisit son arbitre, mais pas son juge. Et donc, j'entends bien, il se fait que je trouve que tu as raison de dire qu'il y a des juges qui, moi je trouve qu'il y a beaucoup de juges qui, et que même si beaucoup ont une conscience professionnelle réelle et travaillent sérieusement, font tout pour être à l'écoute et faire leur travail, leur job, c'est quand même, d'après moi, pas plus qu'un sur deux. Et donc, les choses étant ce qu'elles sont, est-ce que ce n'est pas finalement quand même une bonne chose de réduire ce qu'on appelle l'input et d'essayer que les gens trouvent des solutions autres que celles de se soumettre à quelqu'un qui ne comprend pas la manière dont il parle, qui ne comprend pas le milieu d'où ils viennent, qui a des tas de choses à faire qui ne sont pas son problème, qui n'est pas formé à la mise en concordance des points de vue de l'un et de l'autre pour essayer de trouver une forme de conciliation qui serait peut-être mieux qu'un jugement imposé. Est-ce que quand le différents courants, mais y compris le ministre d'aujourd'hui, disent qu'il faut essayer de trouver plus de modes alternatifs de règlement des conflits, il faut essayer que les gens n'aient pas à se trouver au tribunal. Est-ce que ce n'est pas raisonnable? Est-ce qu'il faut absolument voir l'accès au droit comme étant l'accès aux magistrats? Est-ce que c'est pas plus large que ça? Moi, franchement, sous cet angle-là, parce que j'entends bien, je trouve ça très, très juste sur le plan des principes, pour une série de choses, c'est fondamental, bien sûr, de pouvoir aller chez le juge, mais je dirais presque quand il n'y a pas moyen de faire autrement. Et donc, est-ce que vraiment on n'est pas en train de réduire la problématique en voyant l'accès au droit comme étant l'accès au juge du judiciaire? Oui, c'est une très large question, c'est une question que je trouve vraiment importante. C'est évident que moi je suis tout à fait favorable à tout ce qui permet d'éviter que le conflit ne soit judiciarisé. Une fois qu'il est judiciarisé, il le faudra à un moment donné. Donc ça arrivera à un moment donné, il faudra trancher dans un conflit qui n'a pas pu trouver de voie de solution à travers la médiation, à travers des voies alternatives, à travers des éventuelles transactions. Donc tout ce que l'on appelle maintenant les voies alternatives qui existent, bien sûr, depuis déjà des années, je crois qu'elles doivent être utilisées bien, correctement, dans le respect des droits des uns et des autres. Tout ça ne se fait pas n'importe comment. Que toutes ces étapes, pour moi, elles sont vraiment essentielles.
elles sont tout à fait essentielles et doivent être utilisées parce qu'il est vrai qu'il y a beaucoup de conflits qui peuvent se régler par la voie de dialogue, par la voie de discussion, enfin, par toute une série de choses. Donc là-dessus, je suis vraiment, vraiment convaincue. Et puis effectivement, si aucune solution ne parvient à être trouvée, il faudra évidemment passer devant le juge. Ça, c'est certain. Le juge qui alors a toutes les qualités que l'on vient d'évoquer. Je fais un exemple un peu mutatis mutandis, mais ça pourrait peut-être un tout petit peu éclairer. On a souvent devant la Cour des questions de conflit entre droits fondamentaux. Le conflit entre le droit à la liberté d'expression ou le conflit entre le droit à la liberté de manifestation. Et alors on avait une affaire qui était tellement claire pour moi. C'était 2 groupes de manifestants qui voulaient manifester dans un cimetière à Vienne. Et d'un côté c'était des anciens nazis, de l'autre côté c'était des anciens résistants. Ils voulaient faire le même jour, à la même heure, au même endroit. Et ça, c'est évidemment plutôt embêtant, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va choisir? Qu'est-ce qu'on va choisir? Et alors, pour ça, c'est l'exemple. Alors, est-ce qu'on va de suite dire non, c'est l'un ou c'est l'autre? Je dirais ça, c'est pour prendre l'exemple de la voie judiciaire qui, à un moment donné, doit trancher oui ou non. Et là, on a dit non, et beaucoup de personnes maintenant disent qu'il faut aller en ce sens. Avant d'arriver à cette voie ultime du sacrifice d'un droit contre un autre, ce qui était quasiment impossible ici. Est-ce qu'on allait donner priorité à l'un, priorité à l'autre? Eh bien, de voir d'abord si toutes les voies intermédiaires ne pouvaient pas être assurées. Et ici, c'était tellement facile, on leur a dit, bien, vous entrerez par la porte sud et vous par la porte nord. Et le problème était réglé. Et la question était réglée. Mais un exemple plus fort, c'est sur la question de l'accouchement sous X. La question de l'accouchement sous X, le droit de la mère de garder, l'anonymat. De nouveau, on peut tout à fait généraliser ça par rapport à l'accès au judiciaire. Et le droit de l'enfant, et on a eu cette affaire, et la fille était dans la salle d'audience, je vois encore sa tête, et le droit de la fille qui disait, mais non, moi j'ai le droit à connaître mes origines. Alors quoi? Qu'est-ce qu'on va faire? On va donner sur les plateaux de la balance, puisque la justice c'est la balance, hein, c'est l'image de la balance. On va mettre 100 grammes par là et 100 grammes par là. Comment allez-vous faire Eh bien, on a dit non, il ne faut pas de suite s'orienter vers la voie d'une décision qui sera arbitraire. Voyons s'il n'y a pas toute une série d'étapes qui permettent auparavant d'assurer ce qu'on appelle la concordance des intérêts. La concordance des intérêts. Et on a vu que c'était vraiment la voie qu'il fallait prendre, parce que des mères qui avaient abandonné leur enfant au moment d'accouchement, plus tard, voulaient retrouver. Et donc de croire que c'était des choses comme ça aussi clivées, ce n'était pas ça du tout. Et donc il faut voir s'il n'y a pas des voies intermédiaires, des voies procédurales, que ce soit qui permettent, eh bien, si on remet ça par rapport à la question du judiciaire et des alternatives, moi je crois aussi qu'il faut absolument utiliser toutes ces voies, mais bien le faire, bien le faire. Et ce n'est pas du tout des questions. Et puis effectivement, si le moment du sacrifice doit venir, eh bien il viendra, et il faudra aller devant le juge, ça c'est clair. Voilà, ça c'est un peu comment je vois les choses. Mais la médiation, c'est comme la langue des hommes, c'est la pire et la meilleure des choses. C'est la pire des choses parce que ça vient évidemment bien à point. Quand on a désossé un service public, on dit responsabilisez-vous, payez vous-même un arbitre, un médiateur, et prenez sur vous de vous concilier. Et donc ça réintroduit le rapport de force. La médiation entre des gens d'égale importance et d'égale surface financière et d'égale puissance, d'influence, pas de problème, c'est quand même assez rare. Donc, les féministes, par exemple, refusent catégoriquement la médiation dans les divorces entre femmes par définition, parce que ça réintroduit le rapport de force. À un moment, on va plus ou moins dire à madame, enfin madame, soyez raisonnable, c'est bon, voilà. Bien sûr, vous travaillez à mi-temps depuis 30 ans, mais voilà. Et puis vous pouvez retrouver à temps plein, chercher un peu. Ouais. Donc, je caricature, hein, mais pas toutes les féministes en sont plutôt beaucoup de féministes estiment que la médiation dans le divorce, en tout cas, au plan des principes, c'est la réintroduction du rapport de force. Donc le rapport de force, normalement, est contrarié ou validé ou tempéré par un juge. Je reste très attachée à l'idée d'une justice qui serait comme une maison médicale, accessible, toc-toc, plaider dans un mois, préparez-vous, plaider dans 6 mois si c'est compliqué, si vous avez besoin de 6 mois pour échanger, avec un juge compétent, accueillant, serviable, ouvert. Le mouton à 5 pattes. Oui, c'est ça, le mouton à 5 pattes. Donc il faut qu'on même continualité pour ça. Par contre, je gère une audience un lundi sur 2 de CRA, donc Chambre de règlement amiable, et là je suis juge, et c'est moi qui tente d'amener les gens à se concilier. Et je dois bien dire que quand ça marche, c'est vraiment vertueux. Parce que, et la solution qui est retenue, évidemment qu'elle va être et plus efficace et plus légitime, puisqu'on l'aura négociée.
Et il arrive que les gens sortent. J'avais eu un cas avec des bergers allemands et un Rottweiler. Les voisins n'en pouvaient plus, les 3 chiens qui causaient assez bien une nuisance olfactive, phonétique, enfin, vous pouvez imaginer. Mais on a fait, alors évidemment quand on dit la médiation, le ministre, la médiation c'est pas cher, c'est rapide, et non, j'ai été sur place, et puis on a fait 4 audiences de conciliation, et on a fait venir le grand garçon de 25 ans qui vivait chez ses parents, qui en fait c'était lui, le vrai propriétaire des chiens, c'était lui. Et donc il a fait, au début, il commençait, il disait c'est non négociable. Quoi qu'on dise, il disait c'est non négociable. Après, en tout, 5 audiences, et la dernière audience, il est 5h15, ma greffière qui devrait être partie depuis 4 heures, va chercher son ordinateur et on tape un accord en 6 pages, quasiment comme une convention de divorce, avec jusqu'à quelle heure les chiens vont dehors. Et quand on parle, je suis sur la place et il y a une espèce de vanne comme ça qui klaxonne. Il y a 3 mains qui sortent et qui font comme ça, et c'est le grand gamin qui avait dit c'est non négociable pendant 2 audiences, qui fait ci et qui crie encore merci. Donc évidemment à ce moment-là, c'est génial. C'est génial la médiation, quand c'est vécu comme ça. Mais il faut, contrairement à ce qu'on imagine, c'est très coûteux en temps, je veux dire, très coûteux en temps, en disponibilité, en écoute, parce qu'il y a quand même beaucoup de moments où on a envie de dire maintenant, dégagez. C'est non négociable. Rottweiler, moi je suis pour la mort des Rottweilers. Donc la médiation. Mais évidemment que quand on lit le sociologue Geoffroy de la Gaillerie, où il parle justement des problèmes de l'état pénal et qu'il envisage un point de vue très critique de la sociologie sur l'état pénal et sur la justice pénale, il dit qu'il y a quand même d'autres moyens, il faut ouvrir. Il faut déverrouiller tout en période de crise et trouver autre chose, y compris aller chercher des solutions, pourquoi pas dans la justice africaine, et ce qui s'est passé, la justice réparatrice, etc. Oui, mais il faut aussi, par un guichet, parce que c'est un travail de réflexion, la justice, c'est un travail de mise à distance, donc ça ne peut pas se faire sous forme de guichet, mais enfin il faut continuer de lutter pour une justice digne, et qui rende les gens dignes, et qui apporte une solution, et la médiation, elle évince la jurisprudence. Qu'est-ce que c'est la jurisprudence? C'est l'ensemble des décisions qui ont été rendues, et qui elles-mêmes, donc l'ensemble des décisions qui ont été rendues, et qui peuvent resservir. Et le fait qu'il y ait des décisions qui ont émancipé les gens, qui ont fait des progrès, qui ont causé des progrès démocratiques, qui ont contrarié l'État, le fait qu'à un moment, quand on fait des travaux devant chez vous, et que votre maison se fissure, dans le temps on disait, c'est comme ça, c'est la puissance publique, vous êtes qui? Un particulier, excusez-moi, mais votre intérêt par rapport à l'intérêt collectif, rien à voir. Donc rentrez chez vous et faites venir les travaux, vous payerez. Et puis un jour, il y a des juges suggérés par des avocats qui ont dit non, si on a commis une faute, on a beau être une administration publique, on doit réparer. Mais ça, c'est la jurisprudence. La médiation, elle est secrète, plus personne n'en entend jamais parler du cas. Tandis que la jurisprudence, c'est ce que Antoine Garapon dit, il dit c'est un continent de savoir au service de la justice et des citoyens. Je vois que Paul Blanjean a pris le micro, ce qui donne à penser qu'il va prendre la parole. Donc je vais la lui donner, histoire de... il veut déjà donner la parole. D'accord, je pensais que Manuela voulait quand même encore intervenir sur la question, parce qu'on s'était posé le problème de... Ça, ce sont des dénonciations, des constats. Est-ce qu'il y a l'une ou l'autre proposition pratique? Moi, je propose de lui laisser encore donner un exemple. On va considérer que ça. Je pense que si personne ne veut parler. Oui, c'est ça, d'accord. Bon, on va voir si des gens veulent, dans la salle, veulent... On va considérer que c'est la première question de la salle. Mais si la réponse est vraie. Parce que, donc au niveau de la suite, parce que c'est vrai qu'on est tellement passionné qu'on ne se rend pas compte que le temps passe, mais on arrive déjà effectivement à la deuxième partie du débat. Alors la deuxième partie, petit rappel, ça veut dire que les personnes qui le souhaitent font un petit geste de manière effectivement à avoir le micro, mais pas pour le garder pendant 40 minutes, pour poser une question bien précise, en indiquant ou réagir si effectivement on n'est pas d'accord avec quelque chose qu'on a entendu. Et si une question est posée, est-ce qu'elle est posée aux deux ou est-ce qu'elle est posée à une des personnes? Alors, je profite pour dire également que ce n'est pas peut-être pas remarqué quand vous êtes arrivé dans la salle, mais sur la table, il y a non seulement la revue Contraste qui a
susciter le débat ici, mais également la toute nouvelle. Et il y a également une liste, et donc les personnes qui sont intéressées peuvent recontacter pour des publications des activités, peuvent également laisser leurs coordonnées. Voilà, peut-être... Il y a quelqu'un qui lève le doigt là. On fait passer le micro pendant que vous répondez à ça. Ah oui. Mais ce qui est dommage, c'est qu'on vient de passer 5 ans pour rien, en somme, puisqu'on a juste travaillé sur l'austérité et sur la sécheresse, la mise à sac dans un pouvoir et dans un lieu comme celui-là, alors qu'on pouvait moderniser sans coût supplémentaire, par exemple en démocratisant les structures judiciaires. Il faut savoir que c'est toujours très hiérarchisé la justice. Alors on dit les magistrats doivent avoir du courage, ils doivent s'indigner quand la loi, quand les libertés et la démocratie sont en péril, mais il y a des structures où on ne peut pas prendre la parole dans la presse sans demander l'autorisation du chef. Donc il y a un tas. Donc on est censé, dans les dossiers, amener une émancipation, contrarier le pouvoir, les rapports de force, etc. Et puis quand on se retrouve à l'intérieur de sa structure, aussi bien on est traité comme un gamin de 4 ans. Donc il y a un gros problème au niveau du verrouillage de la créativité, de l'audace et de l'indépendance, parce que la hiérarchie plus le management par les chiffres, ça casse parfois ça. Je suis bien d'accord avec toi, c'est que l'indépendance est aussi non seulement en externe par rapport au métier, mais en interne. Et en interne, c'est précisément la question de la hiérarchie. Ça, c'est un point sur lequel il faudrait vraiment pouvoir clarifier ça à fond, parce que c'est beaucoup plus presque pernicieux et beaucoup plus dangereux. Il y a des progrès, j'ai beaucoup écrit, j'ai beaucoup écrit sur la démocratisation des structures judiciaires, et maintenant les candidats chefs ils vont au CSJ et ils s'inspirent de ça, donc ça bouge quand même. Et il y a Laurence Massard qui est devenue président, qui va être présidente de la Cour d'appel de Bruxelles, elle m'avait demandé sur la démocratisation, et c'est elle qui est été seule candidate. Pas sans poser problème. Il y a quelqu'un qui... Vous avez lu le livre de Manuela. 20 ans alors. Alors pourquoi vous êtes ici? Voilà, vas-y. Première question de la salle alors. Voilà. Bonsoir tout d'abord tout le monde. Moi je pense que se mettre en indépendant, vous voulez vous mettre en indépendant, c'est ça si j'ai bien compris. Donc indépendant, hors des médias, hors de la société, c'est un peu en fait se gouverner comme un État. Ça c'est pas bien, c'est très dangereux. Très très dangereux. Vous gouvernez comme un État, c'est un peu prendre les gens que vous voulez et après faire du chantage au pays que vous voulez. Très dangereux ça. Il ne faut pas faire ça. Si les juges et les magistrats font ça, ils vont devenir très puissants. Et ils vont pouvoir faire ce qu'ils veulent avec qui ils veulent. Donc me prendre moi injustement et pouvoir faire un chantage aux pays qui veulent et demander l'argent qu'ils veulent. Ou prendre n'importe qui de la salle qu'ils veulent, la personne la plus importante de la salle qu'ils veulent, demander une caution à l'État qu'ils veulent et devenir très puissant. Déjà vous êtes très puissant à l'heure actuelle. Et vous mélangez trop de choses. Très vite la question. 2 minutes. 2 minutes. 1 minute. Vous mélangez trop les choses. Parce que vous vous comparez au climat, vous parlez de Doberman, vous vous comparez aux voitures, aux avions. Vous avez trop mélangé les choses, madame. C'est pas que vous êtes pas intéressante, mais vous mélangez trop les choses. Donc voilà. C'est tout. La réponse est un peu difficile. Peut-être qu'on va en prendre 2, 3. On prend une deuxième et puis une troisième. Voilà. Moi, en fait, c'est pas une question. Je suis responsable syndicale de la justice et je voulais faire un petit feedback de ce que nous, on vit de l'autre côté de l'intérieur de la justice, mais pour le personnel. Et pour moi, c'est très vite identifié. Le mal de la justice, c'est le manque de budget et c'est évidemment une volonté politique, l'austérité, comme vous le dites, mais c'est couplé avec évidemment les restrictions budgétaires imposées au ministère, c'est le ministère des Services publics fédéraux, notamment ces restrictions aussi aux finances, au SPF Finances, qui, avec une fiscalité qui ne nous est pas avantageuse et une perception de l'impôt qui est tout sauf juste maintenant parce qu'elle ne sait plus être juste vu le manque de personnel aussi, le tout fait
qu'en réalité, les deux piliers de l'État, les finances et la justice, dysfonctionnent complètement. Alors, on peut parler des juges, de leur manière de fonctionner, tout ça. La réalité, que ce soit l'état des bâtiments, ça peut paraître anecdotique, mais c'est une réalité. Que ce soit les conditions en termes de quantité de personnel qui fait que la tâche de travail, la quantité de travail n'est plus réalisable, tout ça fait que pour le citoyen précaire, la précarisation ne fait qu'augmenter. Moins le service public est subventionné, on va dire ça comme ça, plus les citoyens faibles deviennent faibles. Voilà ce que je voulais dire. Et le problème, c'est qu'en service public, les accords ne sont pas contraignants. Et avec M. Gates, il faut bien dire que c'est le pire que j'ai eu à connaître. Tout ce qu'on dénonce et qui, après de longues négociations, parfois des grèves, aboutissent à un accord, ne sont pas mis en pratique, ne sont pas concrétisés, et donc rien ne s'arrange. Voilà. Alors, on prend ensuite une troisième question, et puis on fera un deuxième tour après. Alors, j'aurais envie de dire plein de choses, mais deux points précis. J'aurais envie de vous demander plein de choses plutôt. Donc, dans mon esprit, la Constitution détermine 3 pouvoirs. On sait qu'on est en train de complètement détricoter le Parlement, en tout cas le législatif, et la justice aussi, me semble-t-il. Donc, il y a comme un pilotage que par l'exécutif dans les États membres de l'Union européenne. Donc, ma question, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas lieu, et alors on parlait climat, mais moi je suis prête à le faire par rapport à la justice, de créer une sorte de collectif Montesquieu, où des citoyens se mettraient à demander que la justice reçoive les moyens qui de droit devrait lui revenir. Et donc c'est une pression citoyenne sur l'État, qui n'est plus un État de droit. Enfin, je pense que c'est clair, et Mme Jilkens l'a dit. Nous ne sommes plus dans un État de droit. Donc c'est, à votre avis, est-ce qu'une stratégie où des citoyens se mettraient ensemble avec la justice pour dire nous voulons un autre budget, parce que nous voulons que des droits puissent avoir un espace de reconnaissance et d'exercice, est-ce que ce serait une piste pour vous? Parce que je trouve aussi que le budget de la justice devrait appartenir à la justice. Ça, c'est aussi un débat à avoir. J'étais ce matin à une journée future de la sécurité sociale en Belgique, organisée par le ministère de la Sécurité sociale. Et on entend « Ah oui, mais il faut trouver l'argent, il faut trouver l'argent ». L'argent, il y en a. Donc c'est vraiment des choix à faire et de la pression à mettre de notre part, me semble-t-il. Et alors, une autre question qui irait à vous deux, je pensais à Mme Jilkens, mais peut-être vous deux, on parle bien sûr de la Cour européenne des droits de l'homme. Moi, ce que je ne mesure pas, c'est la force de décision de la CJUE. Donc il y a quand même la Charte des droits fondamentaux qui est dans le traité de Lisbonne, c'est donc du droit européen. Est-ce que, à force de recours, il ne pourrait pas y avoir un impact? Je ne sais pas. J'essaye de trouver de l'espoir. En fait, c'est un peu ça. Donc moi, je crois qu'il faut... Enfin, moi, je suis conscientisée à l'idée qu'il faut qu'on se lève pour la justice. Qu'il faut qu'on se lève avec la justice. Et j'ai croisé à la manifestation climat M. Lecotte avec lui. Et je disais, est-ce qu'on ne devrait pas constituer des groupes de citoyens avec M. Mac, qui montre à quel point les locaux dans lesquels vous travaillez, ça on n'en a pas parlé de ça, mais c'est terrible de voir en quoi vous devez travailler, quoi. Même en termes de médecine du travail, je ne comprends même pas que la médecine du travail ne se lève pas en disant mais on ne peut pas laisser des gens travailler comme ça. Donc voilà, voilà, si on peut vous soutenir, moi je serais ravie. Voilà, on peut avoir les premières réponses. Ok, je vais commencer par votre première question là, monsieur, tout au bout. Indépendance, et alors vous dites, bon, pour finir, les juges prennent trop de pouvoir. Et j'entends bien cette critique. Les juges prennent trop de pouvoir, ils prennent trop de pouvoir au détriment du législatif. Alors c'est la phrase, évidemment, qui fait horreur, le gouvernement des juges.
Les juges vont se mettre à gouverner à la place du législateur, ils prennent trop de pouvoir, les juges se prennent pour des demi-dieux. Eh bien non, non, c'est ça qu'il faut vraiment se dire. Les juges ne sont pas... Ils reçoivent des affaires, ils doivent juger. Un juge doit juger, il n'est pas question devant une affaire de dire « Ah non, écoutez, ça c'est trop difficile, moi je ne fais pas ». Un juge doit juger. Et donc parfois, lorsque le politique ne prend pas ses responsabilités, le juge doit les prendre, les responsabilités. Et donc ça, c'est une chose que je ne crois vraiment pas que l'on puisse affirmer, qu'il y a une sorte de volonté chez les juges d'avoir une toute-puissance. Je crois ça certainement pas. Ça, c'est vraiment une vue de l'esprit. Mais en revanche, et ça je trouve que c'est vraiment important, dans leur travail, par rapport au travail qui est le leur, les juges doivent aussi accepter ce qu'on appelle la responsabilité. Non pas la responsabilité des décisions qu'ils prennent, certainement pas, parce que ça, il faut précisément que les décisions qu'ils prennent, si on n'est pas d'accord, il y a des voies de recours qui sont prévues par le système judiciaire. Mais l'idée de la responsabilité, c'est qu'effectivement, les juges doivent aussi rendre compte d'une certaine manière. Et ça, au moment de l'affaire Dutroux, c'est ce qui, moi, m'avait le plus préoccupé. Parce qu'on discutait beaucoup ces questions. Alors, évidemment, il n'est pas là de dire « oui, mais le juge, il a mal jugé ». S'il a mal jugé, eh bien, on ira en appel, et on ira en cassation. Et ça, c'est les voies légales. Ça, c'est la résistance par la voie du droit. Et il faut le faire. Mais les juges, de manière plus générale, ne peuvent pas non plus, lorsqu'on leur parle, lorsqu'on le critique, ou lorsque de manière générale, de dire non, 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 ça c'est pas possible, moi je suis au-dessus de tout ça. Non, les juges doivent aussi assumer le sens de la responsabilité. Donc voilà ce que j'ai envie de dire par rapport à votre question. Il n'y a pas de volonté comme ça, de grand pouvoir, comme s'il y avait un grand dessein des juges, de dire on va... Mais pas du tout, absolument pas. Mais il y a beaucoup de situations où les juges doivent prendre leurs responsabilités parce que le politique ne le prend pas, ça c'est tout à fait clair, quoi. Ça, c'est tout à fait clair. Donc ça, j'avais envie de dire ça dans le premier. Alors, la seconde question, madame, monsieur, je ne sais plus où vous êtes. Voilà. Où est-ce qu'il est, la seconde question? Moi, c'était... Ah ben voilà, c'est vous, madame. Excusez-moi, parce que je n'avais pas vu si loin. Alors, bien sûr, bien entendu, que la question du budget, ça, Manuel m'en dira beaucoup mieux, quoi. Je vais prendre un exemple qui, moi, de l'extérieur, hein, puisque, voilà, je n'ai pas été juge en Belgique, donc je ne connais pas tout le... Mais une chose qui m'a vraiment sidérée, c'est lorsqu'il y a des années, tu n'étais peut-être pas encore né, qui sait, lorsque c'était le ministre Gaulle, qui, les chambres à 3 juges devant le tribunal correctionnel, les a réduites à 1 juge, pour des raisons d'austérité. Mais pour moi, c'était une absurdité. La question à ce point importante, par rapport à la vie, par rapport à l'honneur, par rapport à, je dirais, à tous les dégâts sociaux, tous les coûts sociaux qu'entraîne la justice, de confier ça à un juge pour des raisons d'économie, déjà à l'époque, parce que l'économie a toujours été une excuse, depuis toujours, et on le répétera encore dans 100 ans. Et donc voilà, ça évidemment, je trouve. Mais cela étant, bien sûr qu'il faut accroître le budget, bien entendu, et ça, mais d'autre part, il ne faut pas non plus croire que c'est avec des budgets plus importants que tout changera. Non. S'il n'y a pas aussi une remise en cause interne des juges eux-mêmes, du pouvoir judiciaire lui-même, les deux doivent aller de pair. Ça, j'en suis tout à fait persuadée. Alors, madame, collectif des citoyens, stand up for all rights, comme on disait en Afrique du Sud dans le temps, eh bien, c'est ça qu'il faut faire. Je suis d'accord. Voilà, d'autres demandes de questions. Mais non, mais je suis trop longue, j'en ai bien conscience. Il faut un plan Marshall pour les bâtiments et l'informatique. Point. On peut pas. La remise en cause des juges, le questionnement sur soi, super. Mais on n'en sortira pas sans un plan Marshall pour certains bâtiments. On a travaillé ici. Quand le bâtiment a été fermé à l'étage, il était considéré comme un péril grave et mortel pour les habitants. Et donc on a fermé le premier étage, on a quand même alors, la démocratie des structures, on a eu une assemblée générale, à peu près quasi à l'unanimité, la base a dit on ferme tout, et on dit ça suffit, stop, on ne travaille plus. Donc la base, tous les juges, sauf 2. Et on a dit, et en plus ce faisant, on envoie un signal très clair non seulement au monde politique, mais aux citoyens et à nos collègues des autres tribunaux, en leur disant, regardez nous ce qu'on fait, faites pareil, dites, ça suffit, il y a un moment, ce qu'on vend, ce qu'on livre, ce qu'on consent comme service, c'est tellement, il n'y a plus aucun critère de qualité qui est rencontré, ils sont tous en négatif. Et donc on dit, stop, eh bien, le comité de direction a décidé de fermer telle audience, pas telle autre, et donc j'ai des collègues, je dis collègues pour les personnes qui travaillent au greffe, à 4 dans un bureau, sans fenêtre, sans téléphone, pendant 20 jours.
des audiences, j'ai dû faire ma CRA, ma chambre de règlement amiable. On m'avait mis dans une salle où il n'y avait pas de siège. Donc les gens étaient debout, on arrête après 10 minutes. Hein. Personne ne peut s'asseoir, on ne va pas travailler 3 heures, 4 heures. Donc il y a un moment, il faut un plan Marshall, il faut des budgets, ils n'y sont pas, point final. Le Jean de Caude, qui n'est pas un trotskiste, hein. Jean de Caude, premier président, il a dit sur les antennes de la FTDF il y a un an, on est à l'os. On est à l'os. Voilà, le mot le dit, on est à l'os. Donc, il y a un moment, il faut quand même ça. Sur le gouvernement des juges. Le gouvernement des juges, c'est une critique qui est faite aux magistrats quand ils contrarient le pouvoir politique législatif le plus souvent en disant telle loi, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Alors cette critique-là, elle a évolué puisque maintenant, ce n'est pas le gouvernement des juges, c'est les juges contre les peuples. Vous voyez le progrès du populisme et de la simplification. Le gouvernement des juges, il y a un professeur français qui s'appelle Dominique Rousseau, qui est constitutionnaliste, et qui explique qu'en réalité, il n'y a pas de gouvernement des juges. Il n'y a pas de juge bouche de la loi, qui serait juste comme un tuyau, qui recrache la loi applicable, sans pouvoir l'interpréter ni l'écarter. Évidemment, il y a des milliards de lois, donc le juge, il ne faut pas se voiler la face. Le juge, à un moment, il veut un sens pour le dossier, il va chercher la loi. S'il ne veut pas appliquer celle-là, c'est ce qui fait que Paul Martens, ancien président de la Cour constitutionnelle, dit il n'y a plus un juge en Belgique qui peut appliquer une loi scélérate. Il va toujours trouver le moyen dans la loi ou les traités ou la règle supranationale d'écarter telle loi. Et donc, on dit c'est le gouvernement des juges parce qu'évidemment, il prend quelque part, il fait œuvre de législateur en écartant une loi, en annulant une loi. Mais d'après Dominique Rousseau, c'est au contraire la preuve de l'approfondissement démocratique de nos sociétés occidentales depuis 1950, en gros. Et qu'à un moment, on a imposé aux gouvernants, on a compris que les gouvernements élus, que l'élection n'est pas le facteur de légitimité démocratique, et on s'est dit, il faut imposer aux gouvernants, il faut quelque part pouvoir à un moment, de manière institutionnelle et procédurale, faire reculer le Léviathan. Donc le Léviathan, c'est État autoritaire avec un surmoi racisant. Et donc, on doit imposer un partage du gouvernement, un partage entre ceux qui sont élus et les pouvoirs neutres qui viennent. C'est pas une passion triste, on ne veut pas régler son compte politique, tu l'as très bien dit. Quand une loi est écartée ou qu'un politique est poursuivi au pénal, c'est pas par plaisir, c'est un job qui nécessite du courage, un peu d'audace, bon. Et donc on impose au gouvernement élu une transaction d'amender certaines choses, dans le sens, non pas sur base comme ça, ex nihilo d'un caprice, mais en s'appuyant sur le continent du droit qu'on a créé depuis 1950, à partir d'un principe très simple, c'est plus jamais ça. Donc on a créé un continent de droit, de liberté, et les juges s'appuient là-dessus, ils ne s'appuient pas sur leurs humeurs, pour à un moment dire telle loi c'est non, et telle loi doit être amendée. Et si telle loi veut, c'est ce que disent le plus souvent la Cour constitutionnelle, si la loi dont on demande l'annulation, si c'est ça qu'elle veut dire, je l'annule. Et si c'est ça qu'elle veut dire, alors je la maintiens. Eh bien, je donne un délai de 6 mois au gouvernement, au gouvernement pour la transformer, pour vous abroger. Ça se fait toujours gentiment, mais vous comprenez que c'est un jeu subtil et intelligent, créatif, d'équilibre et de contre-pouvoir, de check and balance. Et donc, le gouvernement des juges, c'est en fait un gouvernement partagé qui est imposé institutionnellement, pas par la mauvaise humeur des juges, aux gouvernements élus qui ne sont pas les seuls détenteurs de la légitimité démocratique. Donc il y a le juge bouge de la loi, ça n'existe pas, et le gouvernement des juges, ça n'existe pas, c'est un approfondissement. C'est la démocratie continuée. Dominique Rousseau a appelé son premier livre qu'il avait édité en Belgique, la démocratie continue. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'entre les élections, il y a encore des processus démocratiques, dynamiques, vitaux. Et je prends l'exemple, les visites domiciliaires. Tout le monde a suivi l'histoire de ce projet scélérat, d'inscrire dans une séquence délictueuse des gens qui font preuve de solidarité, non pas en criminalisant la solidarité comme en France, mais en permettant qu'un juge d'instruction autorise une perquisition. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce que c'est une perquisition, c'est très impressionnant, c'est traumatisant. La chef de rédac de Marie-Claire, qui l'a vécu, l'a bien expliqué, des Robocop, à pas d'heure, qui se glissent, qui cassent tout, qui prennent les ordis, très traumatisant. Eh bien, on s'est battu, pas que les magistrats, les ONG, la société civile, il y a eu des manifestations, etc. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le projet est au placard. Il a été enterré en juillet 2018. Donc, il ne faut pas dire que tout ça ne sert à rien, que ça ne sert à rien de se battre. Il faut en effet se battre. Et on peut intervenir dans le processus normatif. Pas seulement les juges, aussi la société civile. La différence, c'est que les juges, quand ils interviennent, c'est contraignant, sauf quand de Franken dit qu'il n'impliquera pas une décision de justice. Mais ça, c'est un indice
que le Conseil de l'Europe a identifié comme étant l'indice d'une régression démocratique. Et donc il y a une institution au-dessus qui vient dire c'est un signal qui ne convient pas, qui est inadéquat et contre lequel on doit lutter. Oui, bonjour, ma question sera brève. Vous avez évoqué, Madame Tulkens, mais peut-être aussi Madame Kadri, le fait que la restriction de l'accès à le moindre accès à la justice touchait encore plus les femmes. Moi, j'ai une petite idée, mais j'aimerais bien que vous explicitiez. On peut savoir qui pose la question. Magali. Oui, Madame le croire. C'est qu'elle s'appelle Françoise et qu'elle dit Magali. On prend encore deux questions. Oui, bonjour. D'abord, je trouve vos témoignages sont super intéressants, mais qu'est-ce que c'est déprimant cette soirée? C'est assez affolant. Enfin, c'est pas de votre responsabilité, ça je comprends. En fait, la question que j'avais envie de poser, c'est l'indépendance des pouvoirs, notamment du législatif et du judiciaire. Et je voulais voir quelle était votre opinion, votre vision critique de la manière dont ça se passe en France pour le moment, notamment avec les gilets jaunes. On n'a pas du tout l'impression qu'il y a de l'indépendance entre les deux pouvoirs. Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait voir en Belgique aussi, cette espèce de répression que je considère comme étant un peu sauvage, non contrôlée? Est-ce que là, on a encore une indépendance entre les deux pouvoirs? Quelle est votre vision de cette forme de justice? Merci. C'est encore une demande de... Non, mais... Voilà, ben, procéder aux réponses. Pour une fois, c'est la première fois dans 50 ans du judiciaire que je vois la justice, Thémis, la déesse de la justice, l'institution judiciaire, institution étant du féminin, enfin représentée par des femmes exclusivement pareilles. Et je peux vous dire que je pense que c'est peut-être une des solutions de son avenir, je n'en dis pas plus. On va faire du féminisme trop plat. Une simple question, je suis désolé de plomber encore l'ambiance, cher monsieur. Ne pensez-vous pas, au-delà du thème qui nous occupe ce soir, que ce qui nous arrive aujourd'hui, en matière climatique, en matière d'égalité sociale, en matière de fiscalité, signe quelque chose qui est de l'ordre d'une fin évienne. Autrement dit, excusez-moi du mot, il fait peur, mais nous avons tous intérêt à nous y faire, parce que de toute façon là que nous passons notre éternité, et à la fin c'est long, qui nous rappelle la mort. J'ai fait des études classiques, beaucoup d'entre nous les ont faites. Je me souviens des splendeurs de la civilisation égyptienne, des splendeurs de la civilisation sumérienne, des splendeurs de la civilisation helléniste, des splendeurs de la civilisation romaine, des splendeurs du Moyen-Âge, des splendeurs de la Renaissance, des splendeurs de tout ça, tout cela est mort. Aurons-nous le courage, dans une société qui dénie cela, d'accepter que les institutions, quelles qu'elles soient, sont appelées à mourir? Et comme le disait Gramsci, philosophe communiste italien, si l'ancien ne veut pas mourir, il empêche le nouveau de naître. L'institution judiciaire n'est-elle pas en train de mourir parce que dans sa logique interne, le système la condamne? Comme il a déjà condamné depuis longtemps l'institution législative, il y a longtemps que le Parlement n'est plus que le notaire obédiant, que dis-je, le tabellion ridicule des gouvernements. Et il y a longtemps, je pense, que les observateurs savent que ce ne sont plus les gouvernements qui gouvernent, mais les pouvoirs non nommés par la Constitution. Avec Monique Pinson-Chariot et son mari, j'ai envie de dire que la séparation des pouvoirs, l'état de droit tel que nous le concevons jusqu'ici, avec tous les mérites qu'il a portés, est une superstructure au sens marxiste du terme, un habillage destiné à cacher une autre réalité, celle des vrais lieux de pouvoir. Et contre ces vrais lieux de pouvoir, appelons-les, n'est-ce pas, sociaux, économico-financiers, et aujourd'hui mondialisés et ou globalisés, les pouvoirs des hommes répartis dans les États-nations, même pas foutus de 128, même pas fait à 12, tout cela n'a rien à faire.
Je suis désolé de le dire, mais les résistances que nous devons attendre, ce n'est pas celle de sauver les pouvoirs en place, qui sont, à mon avis, déjà cliniquement morts, et pour la plupart d'entre eux, le judiciaire en état de perfusion permanente, ne décidant jamais depuis les débuts de l'histoire de ce pays de son budget, n'est-ce pas? Le pouvoir judiciaire est le seul des trois pouvoirs nommés qui font illusion pour cacher que ceux qui, innommés, agissent allègrement, à ne pas disposer de ces moyens. Il est sous Baxter permanent. Et ce que fait M. Gales, en très mauvais médecin, sans doute bien conseillé par sa ministre de la Santé, c'est de lui couper davantage encore le Baxter, jusqu'à extinction totale et en remplaçant peu à peu le sérum de vie par du pain total d'abord, ou du dormicum avant et du pain total ensuite. Donc arrêtons, j'admire le combat de Mme Marquet, qui est combien j'admire le combat de Mme Tutken, c'est combien celui de Mme Blanc-Maillon, et heureusement qu'elle le porte, mais n'est-ce pas d'autre chose que de cela, la tentative de sauver des restes d'un temps révolu, dans une idéologie qui n'a plus de sens. Notre maître, Mme Tulkens, François Rigaud, nous rappelle toujours l'état de droit, ça ne veut rien dire. C'est une condition nécessaire mais non suffisante de la démocratie. L'état de droit, il existe en 1933, en Allemagne, et c'est de la manière la plus démocratique que Adolphe arrive au pouvoir, et c'est dans le respect des lois démocratiques de l'Allemagne d'alors qu'à la conférence de Wannsee, il fait voter des lois scélérates qui conduiront à l'Holocauste. Pas d'illusion sur le droit, pas d'illusion sur l'institution judiciaire. J'en ai désormais la conviction, vous me direz, j'aurais pu l'avoir avant, c'est vrai. Là où nous en sommes aujourd'hui, c'est la résistance, c'est le combat, et c'est le cas échéant le risque. Mais peut-être tout cela vous laissera de glace. Je vais commencer par votre question, madame, parce que je trouve qu'elle est quand même très concrète et très précise. Je ne peux pas aller à la question de Christian Pagny. Je connais depuis si longtemps, Christian, j'ai tellement d'affection pour toi. On a quand même partagé plein de combats. Oui. Donc d'abord, votre question. Pourquoi est-ce que les femmes ne subissent pas la crise de la même manière? Parce que toute une série de droits qu'ils avaient acquis, précisément en mesure d'austérité, on commence à dire exactement ce que tu disais tout à l'heure. Bon, madame, vous travaillez à mi-temps, mais quand même, vous pourriez travailler un peu plus. Donc, toute une série d'acquis qu'elles ont progressivement reçus pendant au cours des ans, eh bien, c'est par cela que l'on commence. Et ça, c'est vraiment, paraît-il, vraiment constaté empiriquement, c'est que toutes ces mesures d'austérité dans les ménages, ou bien pour les femmes seules, c'est là, c'est chez elles que ça vient immédiatement frapper. Que les hommes ont plus d'abord par rapport à la justice, et une sorte d'émancipation plus grande des hommes par rapport à la justice que les femmes. Et je prends un petit exemple. Devant la Cour des droits de l'homme, alors que les hommes et les femmes subissent quand même le même type de violation, eh bien on n'a que 15% de femmes qui introduisent des recours devant la Cour des droits de l'homme. Pourquoi? Parfois je me le demande, je me dis mais pourquoi est-ce qu'il y en a si peu? On a une disposition sur la discrimination, c'est les hommes qui l'emploient très bien, j'en suis bien contente qu'ils le fassent. Pourquoi la question de l'accès à la justice pour les femmes est encore un terrain qui doit vraiment se développer? Alors évidemment c'est assez facile de la mesure d'austérité de commencer par liquider tous les droits qui concernent les femmes. Donc voilà pourquoi ce lien est établi, et je pense qu'on devrait pouvoir l'établir empiriquement, mais je pense que ça a été fait, et que c'est ça la situation. Alors, la seconde question, je ne sais plus quoi répondre à la seconde question, est-ce qu'il y en avait une seulement? Oui. Allez, Gilles, je te le laisse. Vas-y pour le gilet. Mais je dois dire que sur les femmes, je crois que les femmes, comme toute minorité symbolique, parce qu'évidemment c'est pas une minorité en termes de quantité, mais c'est une minorité symbolique, vit toujours avec une disqualification ontologique, une auto-disqualification, et donc porter sa cause en justice. Financièrement, évidemment, beaucoup de femmes ont renoncé à une carrière, même non universitaire, peu importe. On travaille à temps partiel, etc. Et donc, porter une cause en justice et soutenir un procès, c'est une épreuve. C'est une épreuve, il faut bien le dire. Hein. Tout le monde est fou de justice, mais personne ne rêve d'aller en procès, et notamment pour les raisons qu'on a dites, même quand ça se passe très bien. Et donc, comme toute minorité symbolique, porter sa cause en justice, c'est s'exposer, et quand on est auto-disqualifié
un peu de sociologie, etc. Voilà, c'est compliqué, ça explique sans doute que pour arriver à la Cour européenne des droits de l'homme, quel parcours, donc 15%, ça doit être. C'est pour ça que beaucoup d'ONG portent l'affaire des femmes devant la Cour. Et ça, je trouve vraiment important, très très important. Sur l'esclavage domestique, on a eu des affaires, et bien ce sont des associations qui ont pris les affaires des femmes et les ont amenées. Et ça, je trouve vraiment un rôle des associations magnifique. Ça, la contre-démocratie, la démocratie continue, c'est vraiment les ONG. Il faut continuer de soutenir. Sur les gilets, je sais pas pour répondre à votre question. Sur les gilets jaunes et l'indépendance du parquet en France, en effet, j'étais très choquée que Édouard Philippe intervienne dans les médias à un moment pour faire le bilan des condamnations obtenues, comme si c'était ses services qui avaient, qui avaient obtenu un résultat. Donc il annonce un résultat alors que ce sont des condamnations par des juges d'opposants politiques le plus souvent. Il y a beaucoup de personnes qui expliquent. Quand je suis ça sur Twitter, je vois beaucoup en effet de violences. Et il y en a une qui circule pour le moment avec tous les blessés qui dérangent. Donc ce sont des gens qui ont perdu un œil, qui ont la mâchoire complètement foutue pour toujours, des choses comme ça. Et ceux-là, il y a parfois la vidéo de leur interception, de leur interpellation violente. On s'aperçoit qu'en fait ils étaient juste au mauvais endroit au mauvais moment. Donc il faut dire ceci, c'est qu'en France, donc en Belgique, il n'y a pas d'État quasi. On a un tel problème de confédéralisme, fédéralisme, il n'y a quasi pas d'État. Quand vous allez en France et que vous assistez à un procès, vous vous rendez compte. En Belgique, moi, quand je lis les travaux des sociologues français, je me dis qu'ils n'ont pas compris que l'ennemi, c'est l'économisme, le néolibéralisme, ça. Mais quand on va en France et qu'on assiste à un procès ou plusieurs, on se dit non, en France, l'autoritarisme et le surmoi fascisant dont je parlais tout à l'heure, il est encore bien là dans l'État. Dans l'État qui, de sa main armée, à un moment, se saisit. Et en plus, il y a un parquet français qui est encore plus subordonné à l'exécutif que chez nous. Chez eux, donc, par exemple, Macron a choisi le procureur de Paris. À la place qui était postulée, il y avait des candidats. Le Conseil supérieur de la magistrature, qui est l'équivalent de ce qu'on a créé en Belgique après l'affaire Dutroux, pour dépolitiser la magistrature. Le Conseil supérieur de la magistrature avait proposé une personne et Macron a choisi quelqu'un d'autre. Et Édouard Philippe a expliqué qu'il préférait travailler avec quelqu'un en qui il avait confiance. Alors que le parquetier, évidemment, quand on travaille, alors ça je peux y venir maintenant, quand on est dans un système comme en France ou en Belgique qui travaille sur base de l'opportunité des poursuites et qui a un lien avec le ministre et avec l'exécutif, forcément on va toujours avoir un soupçon. C'est comme ça que ce fameux, comment est-ce qu'il s'appelle, Drouet, qui a été arrêté, il a dit c'est politique. Tout ce qui se passe ici c'est politique. Quand François Fillon a été arrêté au moment de la campagne électorale, il a dit c'est un assassinat politique. Pourquoi est-ce que c'est autorisé de dire ça? Parce qu'il y a un lien de dépendance avec l'exécutif et que le parquet ne travaille pas sur un principe de légalité. On ne poursuit pas toutes les infractions. On n'engage pas une enquête sur toutes les infractions. On engage quand on estime que c'est opportun. Donc, c'est pour toujours qu'il y aura un soupçon. Et ça, on est passé à côté alors que l'Italie, en 89, a tout changé. Ils ont un parquet totalement indépendant. Quand on vous parle des juges Di Pietro ou des juges Falcone, etc., qui sont intervenus dans la politique manipulité, c'était des substituts, c'était des procureurs. Mais on disait les juges, parce qu'ils sont totalement indépendants de l'exécutif et ils travaillent sur un principe de légalité. Donc tout ce qui est infraction, on démarre une enquête. Et puis après, on peut classer, mais c'est un juge qui classe. Chez nous, on classe et on dit inopportun ou manque de moyens. D'où on tient vraiment à la figure du juge d'instruction, parce que lui, le juge d'instruction, quand vous êtes victime, si on a classé votre dossier, vous pouvez toujours saisir un juge d'instruction. Lui, il est tenu sur un principe de légalité, il est totalement indépendant d'un ministre, donc on ne peut pas soupçonner qu'il y a eu des consignes ou bien pas de consignes, soit qu'on s'est acharné, c'est au moment de l'affaire d'Elio Di Rupo, ou dans l'affaire Luperto, on a dit il y a un acharnement, mais évidemment, puisque parfois on passe au travers des mailles du filet, et parfois pas. Et donc quand on ne passe pas au travers des mailles du filet, on dit c'est un acharnement, et quand on passe au travers, on dit ah ah, hasard comme par hasard, il n'est pas poursuivi, il n'y a pas d'enquête. Donc il y a toujours un soupçon démocratique, et le soupçon démocratique, le soupçon c'est le contraire de la confiance, et c'est le contraire des fondements moraux, éthiques de la démocratie. L'état de droit, je suppose que j'ai répondu à votre question, c'est pire en France qu'en Belgique. En gros, oui, et en effet, il y a une démonstration de on va casser les gilets jaunes. C'est le sentiment que j'en ai, bien que je ne sois pas présente là-bas, et paraît-il qu'il y a des violences de certains casseurs, évidemment.
évidemment des Black Blocs qui interviennent sur le sujet, qui en profitent et qui nourrissent en fait malheureusement la répression. Au point que d'ailleurs on pense qu'on a filmé, j'ai vu ça sur Twitter, de nouveau des policiers avec des marteaux dans leurs pantalons, des marteaux. C'est pas l'équipement du policier habituel en Belgique, je n'en ai jamais fait. Bien. L'état de droit. L'état de droit, alors c'est Chantal Mouffe qui explique ça. La démocratie, c'est l'élection, le vote, le suffrage universel, le débat public, la contradiction, la presse, tout ce qui est... L'état de droit, c'est le gouvernement par le droit. C'est le gouvernement par le droit. Et nous, puisque pour le moment, on a des démocraties libérales. Donc ils n'ont pas supprimé l'élection, hein, ils suppriment l'état de droit. Et alors, donc c'est le gouvernement par le droit, c'est le contraire du gouvernement par l'État. C'est ça. Donc, on est encore dans un état de droit. Le problème, c'est que le droit est privatisé et qu'il est capté de plus en plus par, en effet, les puissances économiques. Et Bruno Latour a fait un livre qui s'appelle « Où atterrir ?», où il explique précisément, avec le dumping législatif et le lobbying législatif, c'est le privé qui a fait du droit un instrument au service de la prospérité de ses propres intérêts. Et l'idée, c'est en matière climatique, en matière fiscale, en matière sociale, et donc c'est pour ça que partout on démantèle les protections du contrat de travail, partout on détaxe, comme par hasard, les riches. La quantité de niches fiscales qui permettent d'échapper légalement à l'impôt, on entendait l'interview d'un économiste très ami avec Carlos Ghosn. Et alors, parce qu'il y a eu un moment quand on a arrêté Carlos Ghosn au Japon, on a dit c'est un complot de Nissan. Et l'économiste était interviewé, et donc comme on est sur France Culture, on pose d'abord la question est-ce que selon vous c'est un complot? Il dit je suis très proche de Carlos Ghosn, je ne sais pas si c'est un complot, mais je suis très étonnée. Et je suis très étonnée, pourquoi? Parce que mon ami Carlos Ghosn, il n'a aucune raison de frauder. Il a les moyens de l'optimisation fiscale. Et donc, vous et moi, si on veut éviter l'impôt, on va commettre une infraction. Dès qu'on va chipoter un peu la comptabilité, on va commettre un faux. On est dans la délinquance dès qu'on veut éviter l'impôt, nous. Mais les puissants, au service desquels des niches fiscales ont été définies, ont les moyens d'éviter légalement l'impôt. Et c'est ce que nous dit cet économiste qui parle pour Carlos Ghosn. Il dit écoutez, je ne crois pas que vous fraudez. Il n'y a pas besoin. Donc c'est ça ce que Christian explique, à savoir que la législation fiscale, le fait que Monsanto, il y a en 30 ans, il y a 70% des insectes qui ont disparu, on n'a toujours pas interdit les glyphosates. Expliquez-moi pourquoi. Bruno Latour a une thèse, il dit, en fait, depuis 30 ans, les puissances économiques, de connivence évidemment, mais c'est complotiste ce que je dis, c'est un discours qui est critiqué, de connivence avec les gouvernants et les politiques, ont en réalité mis en œuvre tout un processus pour sucer ce qui reste de moelle des communs et en fait se casser avec la caisse. Et ils ont bien compris il y a 30 ans que le climat c'était fini. D'où l'idée des môles sur l'océan, où il y aura 20 degrés tout le temps, des faux arbres, c'est pour eux. Et eux, ils ont les moyens et ils ont délaissé les masses. Et ce sont genre, c'est l'hypothèse de Bruno Latour, qui est un philosophe des sciences et un anthropologue. Donc c'est pas non plus, c'est comme genre de Cotte, c'est pas un trotskiste de base. Et donc il a cette hypothèse, et il écrit dans ce livre Où atterrir, il écrit, c'est une hypothèse, mais alors il a tous les éléments qui donnent, convaincre, et il dit, mais je demande qu'une chose, c'est qu'on contrarie mon hypothèse. Bien, voilà, maintenant on est à la fin, moi je voudrais dire deux choses. Christian Gramsci, il a dit qu'il y avait l'ancien monde et le nouveau monde, et entre les deux, qu'est-ce qu'il y a, les monstres. Et bien, ça c'est la vraie phrase de Gramsci, enfin c'est le complément de la phrase de Gramsci. Et qu'effectivement, le passage de l'un à l'autre, et moi je crois qu'on est vraiment le passage d'un monde à un autre. Alors monsieur, moi je voudrais terminer avec ce que vous avez dit tout à l'heure. Je crois qu'il ne faut pas sortir d'ici en disant patatras, c'est épouvantable, on sort déprimé, et puis après ça, non. Je crois qu'ici, ce qui a été, et pour moi c'était vraiment ce qui a été le moteur pour la soirée, c'est de faire un exercice collectif de lucidité. De lucidité par rapport à la justice qui quand même nous concerne tous. Qui nous concerne tous à la fois comme institution et à la fois comme, pardonnez-moi le mot, entre guillemets, vertu. C'est-à-dire cette volonté quand même d'avoir la paix sociale et l'égalité entre nous tous. C'est quand même ça la justice. Donc je ne voudrais surtout pas que vous sortiez avec cette impression, c'est la désespérance. Non, je crois qu'on doit être lucide et c'est ça qu'on a fait ce soir. Et puis par rapport à ça, on doit chacun prendre notre part. Nous comme juges, vous comme chacun dans le monde qui est le nôtre,
dans la responsabilité qui est la vôtre, dans la fonction qui est la vôtre, quelle qu'elle soit. On doit chacun prendre part pour effectivement faire en sorte que la justice soit plus juste et qu'elle continue à contribuer à la paix sociale. Voilà. Moi j'ai envie de terminer là-dessus et en vous remerciant de tout cœur d'être venu ici ce soir pour nous secouer. On vous a un peu secoué, on se secoue tous mutuellement. Et puis maintenant on se félicite tous comme à la